Allez, salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de trading. On va faire comme d'habitude un petit peu de swing ce lundi, essayer de voir s'il y a de l'intraday, mais très sincèrement, je pense qu'il n'y a que dalle à faire aujourd'hui. Il va falloir attendre de retrouver le volume américain demain pour pouvoir faire quelque chose, mais on va pouvoir donc faire un peu le point sur cette fin de semaine. Est-ce que ça change réellement les scénarios? Recontextualiser un petit peu tout ça. Ça me semble absolument nécessaire parce que il y a une émission que je voulais vous faire donc depuis un bon moment. euh, que j'avais prévu dans les calendriers, mais je pensais sincèrement avoir largement assez de temps pour la traiter, et le marché semble me dire que non, il va falloir avancer d'un cran et peut-être un peu plus vite que prévu, et du coup je vais devoir vous la faire ce matin, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'urgence, c'est pas de panique non plus, on ne parle pas d'un truc cataclysmique à venir dans les prochaines semaines, juste un avancement, un mode avance rapide sur les plans qui avaient été proposés donc en fin d'année. On va revenir un peu sur tout ça, je vais traiter les cryptos avant de façon identitaire, de façon unique pour ceux qui ne s'intéressent qu'à ça, bien sûr. Mais je fais donc petite introduction également au niveau donc des retards énormes qui ont été accumulés la semaine dernière sur les différents messages que vous m'avez envoyés partout. Je vous rappelle quand même que mon fiston était malade, et pas qu'un petit peu, et du coup ça m'a pris beaucoup plus de temps pour lui, et c'est normal. Donc répondre aux mails, j'ai essayé de le faire dans la mesure du possible par rapport au temps que j'avais de disponible pour ça, et autant dire que c'était pas beaucoup, donc il y a beaucoup de retard déjà à ce niveau-là. Le PDF, autant vous dire que je n'ai même pas écrit une seule ligne la semaine dernière. Donc oui, il y a du retard par rapport au calendrier, mais en attendant, voilà, quand il se passe ce genre de truc, je suis désolé les gars, mais Pro Indicator, ça devient clairement secondaire. Donc voilà, je m'excuse pour ces retards, c'est clairement pas de ma faute, et j'aurais préféré qu'il en soit autrement, mais c'est comme ça. Donc, si j'ai pas répondu à vos emails, vous savez normalement déjà pourquoi, mais sinon, je le répète, je vais essayer de rattraper ce retard-là cette semaine. Normalement, ça devrait être fait, et je vais essayer donc d'attaquer le PDF avec une semaine de retard. Et donc, du coup, j'aurai peut-être un peu de mal à boucler ça avant la fin du mois, mais voilà. Bref, ça c'était pour les parenthèses techniques. On repart tout de suite au marché. Alors, Ethereum, donc ça a baissé. Honnêtement, j'ai pas besoin de parler 107 ans parce que c'est quand même le schéma que je vous avais donné. C'est-à-dire, il y avait vraiment deux options. Soit on réussissait à trouver un biais acheteur qui vienne chercher le contexte et qui revienne clôturer donc en débordement du contexte vers les 140, 150 pour une semaine haussière derrière dans une structure donc de harami haussier. Donc une semaine de baisse, clôture en bas, et on aurait eu donc une semaine de hausse, clôture en haut et retour sous la résistance précédente, la zone des 150. Il fallait clôturer en tout cas au-dessus de 145. Voilà. C'est pas ce qu'on a fait. Pourtant ici il y avait quand même un premier biais positif qui émergeait, c'est-à-dire qu'on avait une pattern de stop et de surachat qui a été complètement débordée et clôturée, c'est important, c'est-à-dire qu'on a quand même, on n'a pas clôturé très franchement à la hausse non plus, c'est pas une bougie comme ça. Ce qui m'a gêné, voilà, c'était cette mèche. Je me suis dit, il faut qu'on reparte vite. Mais par contre, si on repart, effectivement, ici, il n'y aura plus personne. Je vous rappelle que c'était quand même une zone de stop, donc j'ai pas été choqué, si vous voulez, qu'on s'arrête là. Mais j'étais quand même franchement très nettement favorable, plus en termes de statistiques, beaucoup plus favorable à un rebond haussier, c'est-à-dire que en gros que ça revienne ici, que ça consolide et qu'on reprenne ici le flux acheteur très fort en fin de semaine. Et le marché a décidé qu'il en serait autrement. Pourtant, je vous dis, ici, on aurait très bien pu, boum, là, vous envoyer la hausse. Et je m'attendais très, très, très sincèrement, hier soir, à me retrouver avec une bougie de 15-20% qui clôture tout en haut. Et ça m'aurait paru tout à fait normal. Bon, finalement, non, le téléphone sonne au cours de l'après-midi, boum, je vois les niveaux de support déclenchés, je me dis, oh putain, les cons, ils nous font le coup du doji. Et évidemment, c'est exactement ce qui s'est produit. Je vous avais parlé du risque de se prendre un doji hebdomadaire, on est en plein dedans. Maintenant, honnêtement, moi, graphiquement parlant, un truc comme ça, c'est pas bête, c'est tout sauf baissier. Déjà d'une, le fait de former un doji avec un creux supérieur au précédent, ça, au moins, ça donne la volonté acheteuse de vouloir maintenir les prix. Il va falloir confirmer ça, évidemment, c'est-à-dire que ça, c'est un signal qui demande confirmation cette semaine. Il faut aller casser les plus hauts, c'est-à-dire que là, cette semaine, il faut obligatoirement aller clôturer au-dessus de 134. Là, il n'y a plus de doute. Maintenant, est-ce que la petite cassure d'hier soir, d'hier après-midi, elle est inquiétante? Non, en fait, on l'avait prévu, les gars. Enfin, ça fait partie du scénario. Donc, j'espère que vous n'avez pas tremblé dans vos slibards, parce que c'était clairement pas le but. Au contraire, c'était prévisible. C'est juste, ça veut dire quoi? Si on traduit ça en langage graphique, ça veut dire, ici, tout le monde pense qu'on y va, super, et allons foquer ceux qui ont mis les stops un peu trop proches sous les supports, c'est-à-dire ceux qui ont acheté ici et qui se sont dit, ouais, super, on a franchi, il y a les signaux positifs, c'est super, on met un stop loss sous le support, et on se laisse porter, hop, bam, une grosse perte, et c'est réglé, comme ça on n'en parle plus.
plus. C'est encore une fois toujours la même chose. Ça veut dire qu'on est dans un marché ultra spéculatif qui manque clairement de dynamique, mais c'est normal, on est dans les phases initiatives de tendance. Je sais pas, initiale, pas initiative, de tendance. Donc forcément, ça fait du sens, oui, de former un support ici, mais tous les mecs qui vont trader ça de façon agressive, voilà, ils se font péter la tronche et on n'en parle plus. Je me rappelle qu'ici, on cherchait une structure en 5 vagues. La raison pour laquelle je vous avais dit que le doji était possible, c'est parce que tout simplement, la vague 5 dans ce schéma-là, en fait, elle s'est construite comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, et là on a fini. Donc là par contre, en termes de schéma, je vois plus de potentiel baissier. Donc si on baisse, c'est qu'on sort de mon contexte, ça veut dire que moi je déclencherai des stop loss. Je déclencherai des sorties de position pour les trades spéculatifs. Maintenant, est-ce que pour l'instant j'invalide quoi que ce soit? Mais que dalle! Je pense tout de même que le potentiel haussier est toujours disponible, et je pense toujours pour ma part que c'est le graphique horaire qui drive ces tendances. J'identifie clairement le schéma tendanciel avec la vague de décrochage, la vague en excès, la vague 5. Donc moi je vois tout ce que je recherche. Seulement, ici, à l'époque, je ne pouvais pas savoir si ça faisait 1, 2, 3, 4, 5. C'était possible, ça respectait le schéma. Franchement, pas de façon suffisante pour être certain, mais je disais ici, le risque étant que ça reparte vite, je préfère me positionner, même dans le doute, par contre avec un stop suffisamment large pour autoriser ce genre de conneries derrière. Parce qu'au final, la structure s'est bien construite ici, la vague 4, la vague 5, en excès, qui vient chercher le contexte, qui se fait racheter direct. Là, pour moi, on est tout bon. C'est-à-dire que là, en horaire, je ne vois pas comment ce truc-là pourrait continuer à aller au sud. Si ça continue d'aller au sud, c'est contraire au scénario. Là, pour le coup, il y a invalidation. Maintenant, je ne pense sincèrement pas que ce soit ce qui est à venir. Donc j'ai un biais haussier sur la semaine entière sur l'Ethereum. J'espère toujours le débordement des zones de prix précédentes, c'est-à-dire revenir s'intégrer dans la zone 150-160 avec une très faible résistance ici. Donc en gros, on vient là, on travaille un peu les quelques bears qu'il y aura par là, et ils ne seront pas franchement nombreux. Et puis ensuite, on dit enfin au revoir à cette zone pour aller dire bonjour à la zone des 220-250 dollars. Voilà ce que je pense pour les semaines à venir. Donc normalement, ici, à partir de là, un mois de hausse à prévoir entre 3 et 4 semaines de hausse sur les cryptos normalement à venir. Une fois que la formation de ce bottom sera validée, encore une fois, pas de la magie, je ne sais pas si on va valider ce bottom. Pour l'instant, il y a toujours une indécision, même si j'hésite pas à vous donner un avis plutôt franc quand c'est le cas, quand j'ai une forte conviction, j'ai une très forte conviction qu'on va se taper une semaine haussière. Maintenant, voilà, il y a toujours possibilité d'invalidation, mais par contre c'est clair, ça retombe, pour moi c'est de l'invalidation, ça retombe avec des clôtures là-dessous et un schéma bien baissier. Si on accélère sous ce contexte-là, c'est pas bon pour moi. Dans ce cas-là, je préfère invalider tout scénario spéculatif. Je garderai le buy and hold, bien entendu, mais la spéculation, ce sera terminé pour moi sur ce marché. Bref, on verra bien si le marché me donne tort ou raison, mais pour moi, je me projette sans grande peine vers des réussites. On verra l'avenir. Allez, marché classique. Forex pas très intéressant sur ce début de semaine. Toujours pas de nouveautés confirmées ou pas confirmées GBP, donc on est toujours dans ce marasme ambiant. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça tape un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Mais je note tout de même quand même que les accélérations vont pas tarder à arriver dans le contexte. Pour le moment, ça passe pas. Vous voyez, ça tente ici et puis ça passe pas. Même chose là, on n'arrive pas à accélérer marginalement à travers, de façon non marginale à travers les contextes. C'est-à-dire là, vraiment, à chaque fois qu'on y va, c'est marginal et ça reflue immédiatement et on revient à chaque fois tester le support de la tendance. Jusqu'à maintenant, ça a tenu. On va voir si cette tendance est toujours là. C'est-à-dire, en gros, à chaque fois qu'on revient pullbacker sur le canal de tendance, eh bien, ça paye. On a fait un pullback pour l'instant ici majeur vers le... je vais y arriver. vers le canal de contexte. Il me laisse à penser qu'en termes de structure de vague, là on est toujours dans un schéma ascendant qui n'est pas mature, donc je pense que rester orienté à l'achat dans ce truc-là ne fait pas franchement, ne m'inquiète pas outre mesure. Maintenant, est-ce qu'il faut être leveragé, ultra leveragé là-dedans? Moyen. Voilà. Je pense pour l'instant, on attend timidement, donc un sentiment émerge. J'ai l'impression que ce sentiment attend un catalyseur qui malheureusement n'arrive jamais. Donc un jour, ça risque d'arriver, et on risque de péter mais toutes les résistances d'un coup. En attendant que cela se fasse, pour l'instant, il faut rester, je pense, prudent. Puisque le forex c'est un peu le merdier en ce moment, ça tape en haut, tape en bas, un coup sur le yen, un coup sur le dollar, un coup sur ceci, un coup sur cela. Bref, c'est le foutoir. Donc il y en a un parmi tout ça qui tire son épingle du jeu, et c'est pas pour me déplaire, c'est mon pote AUDNZD, et lui de toute façon je ne vois aucune raison de s'inquiéter sur celui-là. Il se dirige gentiment vers son contexte et je pense qu'il va accélérer. De toute façon moi ça y est, je suis correctement exposé là-dessus, j'ai pas envie d'en mettre plus.
J'ai quand même un levier assez costaud là-dessus, donc plus ça me ferait flipper. Je vais attendre pour ça qu'on vraiment on valide la tendance, c'est-à-dire qu'on s'installe en breakout du contexte. Pour l'instant, on vient le chercher, c'est ce qui était prévu. Maintenant, j'aimerais qu'on éclate ça sans revenir chercher les canaux de tendance. J'aimerais que ça, ce soit le dernier pullback sur le canal de tendance et que là, on fasse la vague étendue, c'est-à-dire la phase où tout le monde est haussier, il n'y a plus personne qui vend. Et dans le schéma, hein, on a bien ce qu'il faut ici, c'est-à-dire pour moi une vague 1, une consolidation ici relativement faible et plate, avec un faible niveau de consolidation. Et là, je pense théoriquement qu'on est parti pour s'envoler à travers ces différents contextes, hein, parce que là, donc, on est en contexte 4 heures. 8 heures, qu'est-ce que ça nous donne? Pas encore, mais je pense qu'on y va sans grande peine. Donc je dirais, voilà, pour l'instant, pour moi, c'est le 4 heures qui semble le plus propre dans ce schéma-là. Et donc dans ce schéma-là, bah, pour moi, c'est vraiment le moment où, bah, dans ce range-là, ces vagues-là ayant été extrêmement longues et extrêmement pernicieuses, je ne pense pas qu'ici on ait un retour de flamme, c'est-à-dire le dernier pullback affreux qui reviendrait taper une nouvelle fois ici. Ça me paraît vraiment assez peu probable. Maintenant, attention, il faut toujours l'autoriser, raison pour laquelle j'y vais pas avec un levier de dingo encore pour l'instant, parce que si ça devait refluer ici, ça peut très bien revenir tâter le contexte à 1,04. Ça me paraîtrait vraiment surprenant, mais à ne pas écarter pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Attention, hein, c'est toujours pas impossible cette histoire-là, même si ça me paraît quand même peu probable. Et en fait, ici, ayant donné un beau signal de stop et le fait qu'on déborde ça dès le début de la semaine, puis voilà, en hebdomadaire, franchement, voilà, ce truc-là, je pense qu'après les semaines où ça résiste, hein, vous voyez, les mèches hautes, les mèches hautes, les mèches hautes, on peut très bien en faire encore une ou deux, mais au bout d'un moment, ça va passer et c'est la grosse bleue qui va arriver, hein, comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire ça résiste, ça résiste, ça résiste, boum, on colle la grosse rouge. Ben voilà, là c'est la même chose, ça résiste toujours, hein, on voit que ce marché fait tout ce qu'il peut pour essayer d'aller le plus bas possible. Au bout d'un moment, il va finir par éclater au nord et puis ce sera réglé une bonne fois pour toutes. Donc pour l'instant, patience, je garde mon billet haussier, mais côté Forex, l'AUDNZD m'intéresse fortement cette semaine, voir si en hebdo, on arrive donc à déborder enfin, c'est-à-dire faire une clôture en avalement haussier, c'est-à-dire clôturer au-dessus du plus haut de la semaine passée, ou si on est encore malheureusement obligé de se cantonner à une semaine qui tergiverse et qui clôture toujours à l'intérieur des chandeliers précédents. Donc c'est un peu la seule chose qui m'intéresse. Est-ce qu'AUDNZD continue d'y aller mollasson, ou est-ce qu'AUDNZD il va un bon gros coup, on met le coup de rein et on franchit une belle résistance, hein, celle-là. Et si on la franchit, normalement, je vois pas de frein avant la prochaine zone des 1,08 et ça fait quand même un beau morceau. Hein, 1,08, ça nous tire bien là et ça fera donc une belle arrivée dans les contextes 8 heures. Et je pense qu'effectivement ici, des premières petites réductions de levier pourront être mises en place. Réduire pour racheter, hein, moi c'est ici, je réduis le levier pour racheter tous les supports. Ah, mais quand je parle de réduction de levier, quoi qu'il en soit, je resterai sur des leviers très forts, hein, à UDNZD, si ça venait à valider réellement. À suivre donc en termes d'affaires. Donc le dollar USD MXN CNH, bon, à voir si au courant de la semaine ça retrace un peu, hein, c'est dans le schéma de ce que j'ai escompté. Les objectifs ont été atteints, donc je pense que c'est là, il faut les laisser tranquilles un mois ou deux, hein, et je les reprendrai après sans hésitation, mais pour l'instant je les laisse donc retracer un peu sur notre pot de dollar. Le yen, voilà, pour moi c'est le yen la grande question de la semaine. Est-ce que on enfonce ce support ici, et j'ai plutôt tendance à penser que oui, parce que là on arrive sur le Fibo, mais il n'y a aucun signal. Alors soit il y a vraiment un signal de reprise assez forte qui se met en place directement, soit on continue à consolider un peu plus loin sur la vague 4 et on vient chercher les supports suivants là vers la zone des 90. Moi, je dis pourquoi pas. Là, par contre, on est vraiment dans un schéma de vague 3, c'est-à-dire on voit les décrochages ici, les gaps. Donc ça, normalement, c'est ce qu'on appelle la zone de non-overlap, c'est-à-dire la zone qu'on ne revient pas chercher. Moi, j'ai envie de dire, normalement, voilà, par là, 97, ça me paraît intéressant pour rechercher des rachats de yens, c'est-à-dire essayer de retrouver nos vieilles potes, le CAD yen, NZD yen, euro yen. Alors, euro yen peut-être un peu moins, mais NZD yen et CAD yen, évidemment, je vais leur foutre la tartasse alors, je vais la remettre d'ailleurs, NZD yen. Elle va arriver aussi. Donc je les mets en surveillance, hein, cette semaine, ces deux-là. Je vais les tarter. Cadienne, je suis déjà dedans, hein. Je vous avais dit, je prends si j'ai un signal 2 heures. J'ai eu le signal 2 heures à la fin de semaine, donc j'ai déjà pris Cadienne. Doucement, trade spéculatif. NZD yen, pour l'instant, pas de nouveauté sous le soleil, donc je ne prends pas. Voilà, là, ça a été pris sur ce signal-là. Je vous ai dit, débordement du contexte sur achat, niveau Fibo, j'hésite pas, j'y vais. Maintenant, voilà, Cadienne, j'y vais tout doux, parce qu'attention, ici, où est-ce que je place mon stop? Là. Donc, autant vous dire que la position, elle est quand même assez faible pour l'instant, parce que j'ai pas encore de validation, c'est-à-dire ça casse pas des supports. Donc, pour l'instant, c'est très hésitant. Je vais essayer de voir si déjà on arrive à péter la trail line de momentum, c'est-à-dire si on arrive à, hop,
péter ça et venir chercher les supports un peu plus bas, ça donnera au moins un sentiment, enfin l'émergence d'un sentiment vendeur. Pour l'instant, ça reste très faible et je n'ai pas de conviction forte là-dessus, d'autant que j'ai pas encore de signal sur NZD Yen. Donc c'est juste, je trempe un orteil au cas où ça devait dégivrer direct et se péter la tronche, puisqu'on va parler juste après des indices, et je pense que c'est là que se trouve toute la thématique. On va parler rapidos action pour purger tout ce merdier, Tesla, no comment, hein, voilà. Donc moi ça a été sorti 10% à l'ouverture, 15% à l'ouverture. Je suis tranquille maintenant, je n'en ai plus rien à foutre de ce qui se passe là-dessus. Plus ça se pète la gueule, mieux ce sera. Moi de toute façon maintenant c'est du trade gratuit, mon stop est payé, j'ai déjà encaissé des gains, je ne peux plus prendre de pertes à ce niveau-là. Je ne renforce pas parce qu'un truc comme ça je ne peux pas renforcer. Donc je vais attendre qu'on constitue un support. Je pense qu'ici on va essayer de remonter un peu. Et évidemment l'affranchissement baissier de ce truc-là me donnera le signal de vente que je veux pour passer en maxi, en exposition sur Tesla. Mais bon voilà, on a bien le truc, hein, maintenant, c'est juste, quoi qu'il arrive, Tesla à mon avis ils vont se péter la tronche. Je vous rappelle qu'ils ont des échéances obligataires à 360 $ cette année. C'est-à-dire que plus on va s'écarter des 360 $, plus ça va être panique à bord sur le cash flow de Tesla. Donc moi, mon job, c'est d'être un coup en avance. Alors évidemment, là, moi, je me projette dans un scénario baissier, donc je ne regarde que les news qui pourraient être impactantes à la baisse. Les news positives, il y en a probablement, mais je m'en bats les couilles, tout simplement parce que mon job, c'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, c'est de choisir un camp et de me projeter vers qu'est-ce qui pourrait déclencher l'accélération des trades dans mon sens. Voilà, il y a ce genre de truc. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Je me souviens plus des dates, il faudrait que je regarde les échéances obligataires, mais il y a une échéance assez costaud au courant de l'année 2019, là. Et autrement dit, Tesla joue comme toujours la carte de la montre, c'est-à-dire que comme elle ne peut pas payer l'échéance obligataire, il faut que les prix soient au-dessus de 360 $ pour qu'elle puisse faire une échéance donc de bond, c'est-à-dire un convertible bond, c'est-à-dire qu'au lieu de payer les échéanciers obligataires, tout simplement, on émet des actions pour payer les gérants obligataires. On leur dit, bon, écoute, l'obligation, on ne peut pas la rembourser en cash, mais on va la rembourser en actions. Voilà, on vous vend des actions Tesla et vous êtes bien content. De toute façon, c'est une superbe compagnie. Bon, bref, dans les deux cas, il peut se passer le fait qu'on se maintienne vers la zone ici, qui est effectivement l'échéance de convertible pour payer l'échéance obligataire et que les gérants obligataires vendent immédiatement les actions. Hein, c'est malheureusement ce qui risque d'arriver aussi. Il y a aussi la possibilité qu'on s'éloigne le plus vite possible des 360 et là ça va devenir sanglant, ça veut dire que Tesla va être obligé d'emprunter et là je vous raconte pas le carnage, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est toujours pas profitable et qui doit emprunter dans un marché baissier, ça risque d'être saignant. J'ai pas dit que Tesla allait mourir, j'ai juste dit que Tesla va devoir payer des taux d'intérêt de fils de pute et que face à ça, forcément, ça va coûter très cher en charge de dette dans une entreprise qui a déjà du mal à générer du pognon. Donc, les rêves de Musk, c'est toujours pareil. Moi, je pense que ce mec-là, avant d'être un génie, c'est surtout un génie commercial. Et s'il n'arrive plus à vendre ses bagnoles, forcément, Tesla, ça se pètera la tronche. Alors, pour moi, Tesla, ça vaut pas non plus 120 $, mais on va y aller parce que tout simplement, on est dans des phases où les excès sont de rigueur. Donc, moi, je vise la zone 160 et ce qui se passe en dessous, ça m'intéresse pas, mais je pense qu'il ne faudra pas acheter avant cette zone-là. 160, 140 et même 120 éventuellement en excès technique. Mais voilà, pour moi, c'est par là que Tesla, ça s'achète. Derrière, oui, il faudra garder Tesla plusieurs années. Ce sera un buy and hold. Mais pour moi, c'est les mecs qui achètent les prix actuels sont juste complètement fou et il y a un problème au niveau du bulbe, mais bref, on va les laisser acheter les prix imbéciles, si c'est ça qui les intéresse. En tout cas, moi, acheter là-haut, c'est rentre pas dans une stratégie spéculative, c'est beaucoup trop risqué pour un horizon de gain qui est complètement incertain, c'est-à-dire quel est l'horizon de gain? 450? Pourquoi? Parce que 2-3 analystes ont défini que c'était un prix à targeter. Les analystes se plantent tout le temps, généralement. Donc bon, voilà. Enfin, ils se plantent un peu moins en tendance haussière parce que c'est plus facile de jouer le jeu. Mais voilà, là, en attendant, depuis 2 ans, les analystes se font déboîter complètement. Je pense qu'on aurait dû faire un palmarès de toutes les conneries que j'ai pu lire ces 2 dernières années en termes de target. Je vous ressortirai les targets Amazon que j'avais lus à l'époque où je me disais, mon Dieu, putain, ça là, je vais faire des print screens tellement elles sont magnifiques. Parce que comment ces mecs-là peuvent encore avoir un travail aujourd'hui dans la finance après avoir sorti des immensités stupides. Pareil. Bref, vous regarderez les consensus analytiques de Amazon l'année dernière. C'était juste funky, quoi. Il y avait du 3000 $, 3005 en objectif graphique. Bon, voilà. On s'est quand même ratatiné de près de 1000 $. Mais bon, c'est très très rigolo comme truc. Mais bon, allez, bref, on n'est pas là pour critiquer les autres, mais ça me fait bien rire de temps en temps. Donc moi, toutes ces valeurs, je les ai en portefeuille à la vente. Forcément, pour l'instant, Netflix, Tesla se font pas tâter la tronche
mais je m'attends à ce que les autres tardent pas à suivre. J'ai un peu les boules, hein, honnêtement, d'avoir ressorti tout ça là, parce que Facebook, Nvidia, Electronic Arts, au final, je les ai sortis par là pensant que c'était un peu risqué de jouer une vague de plus. Bon, elles le font, honnêtement, c'est là que j'aurais dû sortir, c'est-à-dire avec 3,50, 3,40 et un 17 de plus. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas parfait. Et puis je suis quand même sorti par là, c'est-à-dire que j'ai pas sorti des prix trop merdiques non plus. Mais c'est vrai que j'aurais préféré prendre la petite poussée de cette fin de semaine un peu débile, dont on va aller parler immédiatement, hein. Donc voilà, cette fin de semaine, pour moi, ça c'est des débordements vague 5, hein, c'est-à-dire que dans le schéma, c'est bien, on reste dans ce que je pensais, à savoir ici, c'est 1, 2, 3. Donc je pense que pour revendre des valeurs comme Electronic Arts et des trucs comme ça, alors pardon, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, c'est ABC, hein, du coup le schéma 1, 2, 3, 4, 5, vague A. Bon, on n'est pas encore sûr de valider le sommet, mais pour moi, quand même, la pattern de stop ici, elle annonce pas franchement du bon. Je dirais un schéma ABC à prévoir là-dessus, hein, un grand classique, où je pense qu'ici, sans grande peine, on viendra viser des retracements de la vague globale. C'est-à-dire que là, ce qu'on va essayer de reviser, c'est des retracements de tout ça. Ok. Donc en en schéma de deux vagues, et je dirais ici que c'est typique des vagues 2, hein, ce qu'on va essayer de viser, c'est-à-dire dans une seconde vague, essayer de viser un 50% ici de retracement me paraîtra pas mal. Donc oui, je pense toujours qu'il y a du potentiel aussi à Wall Street, mais je pense qu'on risque de surprendre une tartasse atomique entre les deux, c'est-à-dire tout le monde qui baisse, hein, voilà, les grosses capis baissent, mais modérément, parce qu'elles ont quand même déjà bien morflé, en sachant qu'attention, hein, les structures de consolidation, ça peut être très indécis, mais comme je vois bien cette structure 1, 2, 3, 4, 5, théoriquement, ça semble en général favoriser les impulsions correctrices de type ABC. C'est-à-dire 2 impulsions haussières, après 3 impulsions baissières, assez facilement identifiables. En gros, 1, 2 et 3, tu manges bien comme il faut à la baisse. À voir, hein, ça peut aussi n'être qu'une vague 4, et dans ce cas-là, ici, on va impulser sous le bottom. Bref, pour l'instant, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je pense qu'il faut pas être acheteur de ces valeurs-là pour l'instant, les laisser éventuellement tenter des rachats sur des zones support. Donc je dirais proche de cette zone-là en support pour un point B. Me paraît pas mal pour jouer donc une deuxième salve d'achat sur les mêmes, hein. Moi j'achèterai que Electronic Arts, Nvidia, Facebook, et je continuerai de vendre toujours les mêmes. Et Apple, je la laisse de côté, elle m'intéresse plus. J'ai pris mes gains, tant que j'ai pas une structure de range identifiée, je préfère la laisser à qui veut bien la traiter, celle-là. Voilà, donc ça c'est sur le schéma action. General Electric, je laisse traîner. Morel et Prom, ça va toucher les objectifs normalement ce matin. Donc le trade sera dégagé. Xiaomi, ça tient le coup pour l'instant. ABC arbitrage, je touche pas. Ça devrait tenir le coup. Gold et Silver, je touche pas non plus. Je les laisse consolider. Je pense pas qu'elles soient baissières. Je pense juste que c'est les manipulations de fin de semaine dernière. Où on ferme, je vous dis le schéma, on ferme les portes sur le gold, on ferme les portes sur le yen, on essaie d'écrabouiller un peu la volate, et forcément ça fonctionne. La volatilité, je l'ai achetée en fin de semaine dernière sur les signaux d'achat, très propre, et je pense que cette semaine, on va donc revenir visiter ces petites résistances. J'escompte pas, c'est nécessairement de gros gains, hein, voilà. Mais moi, j'accumule en bas, là, j'y vais tout doux, hein, c'est j'accumule, je sors 10-15%, j'accumule, voilà, je vais sécuriser, me payer un stop par là, et attendre le breakout haussier pour venir rechercher la zone des 25. Je pense pas nécessairement que la zone des 25 soit réellement un énorme débordement haussier, mais voilà, pour moi, le 2 heures, c'est le graphique qui explique le mieux ce qui se passe pour moi sur le VIX, à savoir donc ces structures-là. À chaque fois qu'on tape exit, ça continue de baisser, mais on ralentit. Regardez la précision de l'outil, quoi. Ça vient ici, premier canal, hop, on arrive, exit, ça ralentit, hop, exit, ça re-ralentit, bam, exit, ça re-ralentit. Sauf que cette fois, je pense qu'on aura du mal à casser les plus bas. Je pense par contre qu'on risque de former très sincèrement un triangle. Et j'attends donc les structures haussières. En gros, là, exit, c'est-à-dire les vendeurs, hein, ils sortent, ils sortent, ils sortent, ils sortent. Ici, on va retrouver des signaux plutôt boules et des trucs comme ça. Et là, boum, les breakouts. Et je pense qu'on reviendra dire bonjour au contexte vendeur 2 heures. Donc attention, hein, c'est des trades à échéance mensuelle. L'échéance, elle est là, hein, elle est le 15 février. Je pense qu'on obtiendra mes targets avant le 15 février, raison pour laquelle je me positionne ici, parce qu'on est en début d'échéance mensuelle. Mais je pense que franchement, ça prendra du temps avant que ça se produise. C'est-à-dire, très honnêtement, plutôt fin du mois, voire début février, pour espérer peut-être ce trade en breakout. Donc là, je m'attends à ce que la volate soit morte, ou alors qu'elle redécolle d'un coup, hein. Attention, on est quand même dans des schémas haussiers, donc autant avant la volatilité, on se disait, bon, quand est-ce qu'elle va repartir et tout ça, bon,
autant maintenant, ça fait quand même pratiquement, alors on va compter, ça fait depuis août 2018 qu'on a un schéma clairement ascendant sur la volatilité. Là, c'est vraiment des schémas de hausse, hein. Donc un marché comme ça peut très, très sincèrement réactiver sans aucun problème, puisqu'il y a tendance haussière sur la volatilité. Jusqu'à preuve du contraire, on se maintient donc sur des supports ascendants, voilà, et on casse des résistances. Donc pour ma part, je pense qu'il y a toutes les probabilités que ça reparte. Maintenant, j'ai pas la probabilité, enfin, j'ai pas la certitude du timing. Maintenant, si j'agglomère toutes ces informations, ok, l'obligataire pour le moment n'est pas encore en chute libre, mais je pense que notre pote Le Bund, il est très sincèrement en train de respecter ce que j'ai pensé, c'est-à-dire qu'il fait le mumuse, mais il n'arrive plus à franchir de résistance, parce qu'il n'y a plus la BCE qu'achète, et autant au bout d'un moment ça va commencer à faire mal, parce que comme je vous dis, un Bund, comme ça rémunère que dalle, l'inflation vous met dedans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un mec qui détient des obligations allemandes à 10 ans, il perd de l'argent à les maintenir. Donc comment il gagne du pognon, le gérant obligataire qui a des Bunds? Ben, en les revendant plus cher. C'est-à-dire qu'il faut revendre ton obligation plus cher que tu l'as acheté à quelqu'un qui est prêt à l'acheter. Le problème, c'est que quand plus personne ne voudra acheter cette merde, parce qu'elle rémunère que dalle, et qu'en plus de ça, plus personne n'en veut, bah, voilà, il va falloir repricer les Bunds. Et moi, le problème, c'est que j'ai l'impression que les Bunds, quand on va les repricer, ça va tendre sévèrement le slibard, parce que on a des spreads énormes entre les taux en zone européenne, et au bout d'un moment, oui, il y avait un acheteur évident qui était la BCE, aujourd'hui il n'est plus là, ou alors en tout cas il fait tout pour que ça se maintienne et que ça craque pas d'un coup comme un élastique, mais n'empêche que le prix d'un Bund, pour moi, c'est pas ça, et que pour l'instant on fait tout pour qu'il n'y ait pas un crack obligataire. Mais moi, je vous dis, la BCE, elle a géré ça n'importe comment, et enfin n'importe comment. La sortie du QE aurait dû être beaucoup plus rapide que ça. Maintenant, bon voilà, la BCE veut rester accommodante. C'est pas grave, elle fait mumuse avec notre pognon. Bon, après, tout est discutable. Je n'ai pas non plus la prétention de dire que je comprends tous les mécanismes de gestion centrale, mais de ce que j'en vois, je trouve que c'est quand même pas un très bon travail. Mais bon, après, c'est mon avis personnel. On s'en fout un peu. Bref, quoi qu'il en soit, moi je vois des opportunités spéculatives agressives sur les Bunds parce que je pense qu'il y a un repricing assez brutal qui va se mettre en place et que je veux être positionné sur ce marché sur toutes les échéances trimestrielles jusqu'au jour où ça va claquer. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, donc je patiente, mais évidemment le jour où ça va claquer, si vous n'êtes pas dedans, voilà, il faudra regarder le truc se passer sans vous parce qu'on ne pourra probablement pas rentrer en cours de route. Je m'attends vraiment à un choc, décrochage brutal, obligataire, un truc comme, j'essaie de voir, hein, mais un truc un peu comme ça, hein, ça reprice d'un coup brutalement, on se rend compte qu'on est dans un range. Pour moi, le support est là et en plus, on va pas le tenir. Donc je me dis, qu'est-ce qu'on va foutre dans toute cette zone-là? Ça intéressera plus personne. C'est-à-dire que là, à partir du moment où les mecs vont comprendre qu'ils peuvent plus vendre les Bunds plus cher qu'avant, ils vont dire, oh merde, bon, déjà, j'en achète pas, puis je vais tout faire pour me débarrasser de mon stock, tant que les prix sont encore pas trop dégueux et que la perte est manageable, entre guillemets. C'est-à-dire il va falloir aller faire des gains ailleurs pour combler cette perte, mais il vaut mieux la prendre parce que le pire est à venir. Voilà. En gros, c'est ça qu'il faudra comprendre. C'est de se dire que les Bunds à 0,30, je suis désolé les gars, mais non, c'est pas durable. Hein, voilà. On est quand même dans une économie en récession, donc 0,30, aïe, aïe, aïe. Moi, je suis pas trop pour ce genre de truc. Enfin voilà, ça fait des... Encore une fois, un risque, il n'y a pas de souci. Le risque est faible. Le risque de défaut de l'État allemand est très très faible. Mais il y a des petits risques accumulés qui ne rémunèrent plus du tout. Donc le truc, c'est que c'est bien joli, mais aujourd'hui, si vous prenez le risque sur de l'obligation, autant prendre de l'OAT. Hein, je veux dire, c'est le même niveau de risque, entre guillemets, entre le défaut de l'Allemagne et le défaut de la France. Sauf que, à la limite, un OAT, ça vous rémunère un peu plus, quoi. Donc pourquoi vous iriez acheter des Bunds? Je comprends pas le principe. Après, les Bunds étaient recherchés, donc à l'époque, oui, que les gérants obligataires aient eu des stratégies d'achat pour revendre les Bunds, mais dans ce cas-là, l'objectif n'est pas d'être payé, n'est pas de se faire payer le coupon, c'est juste d'acheter le coupon pour revendre le bardier à quelqu'un d'autre plus cher derrière. C'est donc une stratégie purement spéculative, une stratégie de bulle et pas une stratégie d'investissement. Donc quand on a ces trucs-là, évidemment, pour moi, il y avait distorsion sur les pricing des Bunds. Raison probable, celle que je viens de vous expliquer, mais il y en a probablement d'autres, mais c'est celle qui me semble la plus probable. Donc c'est une distorsion purement classique de faux prix, de faux pricing. Au bout d'un moment, il va falloir repricer le truc, et je pense malheureusement qu'il y a une belle opportunité de pognon à faire là-dessus, pour piquer le pognon de ceux qui ont été assez couillons pour continuer à jouer un jeu immature, complètement mature. C'est une niche en gros, c'était une niche les Bunds qui arrive aujourd'hui à échéance, et tout simplement, quand la niche elle est complètement usée, au bout d'un moment le pognon sort de là, et en général il a tendance à le faire assez brutalement. Ça ne veut pas dire que les Bunds valent plus rien et qu'il va falloir effondrer tout
tout ça. Juste simplement, il va falloir reprendre le pricing des boons sur une UT hebdomadaire. Et pour ma part, ça se passe ici. Et je pense qu'il y aura probablement un petit excès qui nous tirera jusqu'à la zone des 150. C'est pas la fin du monde, hein, 150 sur un pricing de boons. C'est pas un truc de dingue, mais ça nous ramène sur les zones de 2015. Et je pense sincèrement que c'est par là qu'il faut se trouver pour pricer un boon. Pour pricer les risques légitimes d'un boon qui sont très faibles, mais qui sont quand même existants. Voilà. Parenthèse refermée. Allez, on termine sur les indices. Donc le SPX. Je vous rappelle encore une fois. Alors, bon, je vais enfoncer le couteau direct parce que j'ai déjà reçu des mails par rapport à ça. Donc le truc que je vous ai fait la semaine dernière sur les biais haussiers et le fait qu'IVT ait publié une vidéo qui contredit un peu ce que j'ai dit immédiatement après. Alors ils ne contredisent pas du tout, c'est juste il faut qu'on soit d'accord. On dit la même chose, c'est juste qu'on n'a pas parlé. Enfin, on est d'accord sur tout. Tout ce qu'a dit Xav, je suis absolument d'accord avec lui. Je pense qu'il est d'accord avec ce que j'ai dit également. Le seul truc, c'est les gars, comparer ce qui est comparable. Xav vous fait une analyse mensuelle et hebdomadaire, je vous fais une analyse daily 4 heures. Pour moi, daily 4 heures, c'est bear market, mais il n'y a pas plus bear market que ça. Je ne peux pas faire plus simple. Par contre, oui, pour moi, le mensuel et l'hebdomadaire, on ne les a pas encore retournés. L'hebdomadaire, ça ne va pas tarder. Hein, regardez l'hebdomadaire, la tronche qu'il a. Hein. Pour moi, le support ici, il est clairement visible en hebdomadaire. On a bien rebondi sur le contexte et là, on l'a complètement déchiré. Quand vous voyez ces trucs-là, d'accord, dans le pricing, hein, quand vous voyez donc les box de support de tendance qui sont disjointes plusieurs coups de suite, c'est qu'il y a bulle, ou en tout cas c'est que la tendance est mature. Donc là pour moi il n'y a plus de tendance en hebdomadaire parce que j'ai des signaux précurseurs. Xav est pas un suiveur de tendance, mais il a une gestion du risque beaucoup moins agressive que la mienne. Donc évidemment, lui, il va vous dire l'hebdomadaire est toujours haussier. Pour moi, non, l'hebdomadaire, il est déjà en train de montrer des signes d'épuisement complet et de renversement assez fort en V-top. Parce que ces structures-là, ce sont des structures d'épuisement. Quand elles arrivent en fin de tendance, d'accord, ça pour moi c'est une tendance, une vraie belle tendance. Ça c'est des excès haussiers complètement débiles où effectivement c'est des schémas de bulles d'accélération alors que le marché ici aurait dû ralentir. Normalement la vague 5 c'est une vague en excès qui ne réussit pas à trouver la force qui a été mise dans la vague de tendance. Là pire que ça, on est avancé encore plus vite que la vague de tendance. Donc, excusez-moi les gars, mais au bout d'un moment, oui, pour moi c'est débile, et ça c'est typiquement le genre de marché qu'on retourne V-top. C'est-à-dire qu'on ne forme pas de range, où la structure de range est très courte et elle est déjà orientée à la baisse. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire qu'on passe d'un schéma haussier à un schéma baissier. C'est pas un éclatement de bulle à proprement parler, comme celle du Bitcoin, où on va directement perdre 40-50% de la valeur en ligne droite. La structure est légèrement différente, mais c'est typiquement le genre de structure en excès de fin de tendance qui retournera la tendance immédiatement. C'est-à-dire qu'on ne va pas ranger à plat. On risque de ranger à la baisse avant d'accélérer. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la phase récession, trade récessif, là où réellement on enfonce du support après support et il y a tendance baissière et on revient même plus chercher les résistances. Là, on est au moment où le marché hésite. Il va tenir les supports à un moment, puis les céder. Et normalement, il va revenir chercher des résistances, mais il ne les cédera jamais. C'est ça pour moi la structure dans laquelle on est. Donc pour moi, le schéma, il est simple. On est dans des structures hésitantes, mais à très forte polarisation baissière. Donc je choisis le biais de dire j'achète et je vends, mais par contre, je vends beaucoup plus fort que j'achète et je vends beaucoup plus agressivement que ce que j'achète également. Donc j'ai été un peu agressif sur les ventes, certes. Ça, c'est clair. Jusque-là, ça a extrêmement bien payé. J'ai acheté également, les gars. Quand même, rappelez-vous d'une chose. Je suis pas. Il y en a qui essaient toujours de me caler en mode Phil, c'est un mec qui a un énorme biais baissier. Il a toujours vendu les indices. Mais que dalle, c'est n'importe quoi, les mecs qui disent ça, mais ils me suivent pas. Ou alors, ils sont complètement teubés. Parce que je suis navré de vous le dire. Oui, ici, je cherchais des ventes. Parce qu'on était en fin de tendance haussière, on était en train de chercher ici les structures de fin de tendance. Ici, c'était plus rationnel d'acheter ou de vendre. Ben pour moi, c'était de vendre. Et effectivement, je cherchais les ventes. Alors oui, ça prenait des mois et des mois à procurer les gains qui sont venus derrière. Mais une fois qu'on est arrivé là, est-ce que j'étais en train de dire le marché est foutu, c'est bear market, c'est machin, c'est bidule? Non, non, arrivé ici, je disais, ah ben non, on supporte les prix, puis la même chose. Et là, tout le monde était baissier et j'arrêtais pas de dire qu'il fallait acheter ces merdiers. Donc, faut arrêter. Moi, mon job, c'est d'être spéculateur, c'est-à-dire de savoir à quel moment il faut suivre le consensus et à quel moment il faut trader contre le consensus. À l'époque, ici, qu'on dise que j'ai un biais contrarien, ça, j'accepte.
ok, mais par contre, il y a des moments où je suis contrarien, il y a des moments où je suis suiveur de tendance. Ici, je suis désolé les gars, mais je suivais la tendance sans poser la moindre question. C'était juste haussier et on était en plein cœur de la tendance. Ici, je prenais. Par contre, il y a un moment où pour moi la tendance, elle atteint des signes de maturation, et il y a des moments où pour ma part, il faut commencer à jouer des ventes. Maintenant, à ces stades-là, je ne vendais pas comme un cochon, je cherche des ventes. Mais j'ai l'impression qu'en fait, dès que tu t'attaques au consensus, tout de suite, c'est infâme. Moi, il y a des moments où je pense qu'il faut trader contre le consensus. On est exactement dans ces moments-là où, pour l'instant, moi, j'ai une stratégie contrarienne qui fait que... Alors, on va faire mieux que ça. Je vais vous faire un cours théorique pour essayer de vous faire comprendre comment ça se passe dans ma tronche. Moi, en fait, j'utilise 3 axes. Un axe technique, ça, c'est les indicateurs. Mais ça, encore une fois, peu importe ce que vous utilisez comme indication technique. Il suffit juste d'avoir une projection technique dans le marché. Bon, ça, c'est une des façons, ça, c'est un des piliers que j'utilise pour prendre mes décisions. Le deuxième pilier que j'utilise, c'est l'expérience. C'est-à-dire que malheureusement, en plus des indications, j'ai des structures, des patterns que je reconnais assez identifiés, qui me permettent de structurer ma pensée et de construire un scénario de trading. Et en dernier, j'utilise après la psychologie. C'est-à-dire que, effectivement, la psychologie de marché, c'est extrêmement important de comprendre. Ça, c'est ce que vous acquérez, enfin, ça s'acquiert surtout, effectivement, avec l'expérience. C'est des schémas psychologiques. Et le trading, en fait, c'est ça. C'est de l'expérience, mais l'expérience, elle va surtout affiner votre perception de la psychologie de marché. Pour moi, la psychologie, c'est binaire. C'est soit il faut suivre un consensus quand il y a effectivement émergence d'une tendance. Dans une tendance, on ne lutte pas contre le consensus. C'est d'un débile profond que de lutter contre ça. Par contre, la plupart du temps, on est dans un range, et dans un range, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui paye le plus dans un range? C'est la psychologie contrarienne. Il n'y a rien de plus rémunérateur dans un marché que de faire l'inverse de ce que fait la majorité dans le range. Surtout quand la majorité fait n'importe quoi. Après, il ne suffit pas d'être toujours contrarien et de dire le marché monte, je vends. Non, mais par contre, généralement dans un range, c'est ça qui paye. C'est quand le marché est euphorique, sous une résistance, c'est là où il faut dégommer. De même que quand ça panique sur un support dans un range, c'est que c'est généralement la borne qui arrive. Et ça, oui, ça peut être assimilé à un trading contrarien. Mais honnêtement, je pense que c'est comme ça qu'on gagne son pognon dans le marché quand on est spéculateur, en étant contrarien, mais au bon moment. Le contrarien qui est contrariant tout le temps, c'est-à-dire le mec qui est jamais content quand le marché avance dans un sens ou dans l'autre, ça c'est débile. Parce qu'encore une fois, le mec qui fait ça, il va être profitable dans les ranges, mais il va se faire déboîter dans toutes les tendances. Moi, mon job, c'est d'anticiper les tendances. Mais quand la tendance, elle est là, je ne lutte certainement pas contre elle. Combien de fois vous m'avez vu j'essaie de prendre des exemples rationnels qui sont un peu plus récents avec des vidéos à l'appui, mais par exemple, l'euro-dollar, des trucs comme ça. J'ai travaillé les ranges extrêmement longtemps quand la tendance s'est exprimée. Est-ce que je me suis mis d'un coup à dire, du coup, maintenant, la tendance, elle part, mais elle part trop fort, donc non, je vais me mettre à acheter, je vais me mettre à vendre. Non. Non, quand la tendance, elle s'exprime, derrière, après, je la joue. J'ai travaillé cette tendance. Quand elle est là, j'en profite. C'est ça la différence entre un mec qui a un réel biais contrarien, le mec qui est jamais content avec ce qui se passe et qui va juste chercher à aller dans le sens opposé, mais tout le temps, qui a un vrai biais de trading, et on fera une émission là-dessus qui est dangereuse, et je l'ai connu ce biais de trading, je suis passé par là, donc je sais également de quoi je parle, de même que le biais baissier, je l'ai eu aussi au début, à essayer de jouer le Robin des Bois dans les marchés, parce que ça monte trop fort et que c'est pas rationnel et tout ça, voilà, mais il n'y a pas de souci, je les ai eu mes biais de trading. J'ai jamais eu de biais haussier, enfin je pense pas. De toute façon, vous pouvez pas difficilement avoir un biais baissier et un biais haussier. Il y a forcément pencher d'un côté de la balance, mais pas des deux. Ok? Donc comprenez bien ça, l'aspect psychologique est extrêmement important, mais effectivement, moi j'ai un biais de trading un peu plus agressif que ne l'aura Xav, et moi je prends déjà en compte la psychologie de marché et le fait que pour moi on est déjà très fortement polarisé à l'achat. Justement, il y a énormément de gens qui ont des biais haussiers et qui commencent déjà à en souffrir. Preuve l'année dernière, combien de gestions se sont mis mais l'eau complètement au-dessus de la tête. Il y a déjà des gestions qui ont été en faillite là, l'année dernière parce que pété sur les schémas de volatilité, ils avaient leur gestion du risque n'anticipait pas un tel retour de flamme, ils se sont fait péter les positions. Puis voilà, vous si vous voulez, quand vous traitez avec des petits montants, c'est facile, vous trouvez toujours une contrepartie. Mais quand un fonds il s'est investi sur des small caps, des mid caps, ou des capitalisations assez faiblement liquides et avec des montants assez importants, quand vous pouvez pas sortir et que les prix tombent, comment vous faites? Vous l'avez dans le cul et puis c'est tout. Donc il faut bien comprendre que là, il y a des mecs qui se sont dit oh putain merde, c'est rouge sang, on est passé pas loin de la faillite, parce qu'il y en a qui sont en faillite, il y en a qui sont juste passés pas loin. Et comment vous faites quand vous avez une gestion et que vous avez failli vous prendre le gros gadin? Le truc que vous faites derrière, vous limitez immédiatement les expositions. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, la psychologie, elle a déjà changé dans les gestions. Ils sont déjà tous en train de dire oh putain, faut réduire les leviers. Et quand vous avez ça, avec une bourse assez chère, comment voulez-vous qu'on aille chercher les sommets historiques?
Moi, ça me paraît impossible. Pour ça, il faudrait un volume d'achat de particuliers complètement historique. Le problème, c'est que les particuliers ont déjà acheté les sommets historiques. Vous croyez qu'ils ont encore du pognon, les mecs? Ils viennent déjà de se faire racler 30% de leur capital. Vous croyez qu'ils vont racheter encore des actions? Il ne faut pas les prendre pour des cons non plus. Donc, je ne pense pas qu'on trouvera le volume d'achat. Maintenant, est-ce qu'on va casser les supports tout de suite? Bah, probablement pas forcément. Mais au courant de l'année, moi je pense que oui, et je garde donc mon schéma annuel, et raison pour laquelle je reste vendeur à Wall Street, c'était mon putain de plan donné au 1er janvier, enfin fin 2018. Encore une fois, putain, vidéo à l'appui, je vous ai dit à l'époque, ça revient chercher les cours d'ouverture 2018, je short, point barre. On y est aujourd'hui, nom de Dieu, pourquoi il faudrait changer les schémas? Parce qu'on y est allé un peu trop vite? Parce qu'on y est allé au 20 janvier et que c'était pas. Et j'avais plutôt prévu un timing sur mars-avril? Eh ben, ça change quoi? Pour moi, ça change que dalle. Cette zone, je la vends, point barre. Par contre, ce que ça change dans le scénario, c'est que je vais vous donner aujourd'hui les deux projections que je fais. C'est deux options, hein. Alors, voilà les deux schémas que je vais avoir sur S&P 500. Donc, la première option, c'est la plus bear, c'est-à-dire A, B, C, et c'est déjà fini. Je vous rappelle que je cherche un schéma en ABC, hein. Et dans ce cas-là, on refait normalement A, B, C. Et en général, dans cette structure, on fait ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on fait A, B et C. D'accord? C'est-à-dire que la première vague ici est relativement lente, de structure comparable aux précédentes, d'accord? Et puis on revient échouer sur un support supérieur au précédent, c'est-à-dire normalement on va probablement tester ce support là des 2005, essayer de tenter un petit rebond ici, et c'est quand ce rebond échouera et qu'on reviendra casser les 2005 qu'on aura probablement normalement donc un effondrement complet des valorisations en ligne droite. Mais donc une première vague lente, hésitante, très faible rebond, et puis le couteau qui tombe, la ligne droite, la panique, et évidemment là, la panique, il faut l'acheter. Une vague similaire à ça, mais encore plus violente. Rappelez-vous, ici on hésitait, pour moi il n'y avait pas un consensus baissier ici. Rappelez-vous, par là, moi-même je cherchais encore des achats, donc il y avait des acheteurs, puis il y a eu cette petite phase de capitulation, là, ces 2 jours un petit peu baissier. Mais c'est pas suffisant. Regardez, qu'est-ce qu'on avait fait ces jours-là? Après, ces 2 jours baissiers ont fait baisser le marché de 4% par rapport au plus bas précédent. Mais je pense que ce qu'il faut ici, c'est du -6 en une journée, -7, un truc de dingo comme on avait là, une vraie panique à bord, le truc où le marché est en réelle capitulation. Ça tombe en ligne droite. Moi, ce que je veux, c'est un truc comme ça, voilà, où en 2 jours, ici, on se fait un -10. Et là, effectivement, ça va marquer les esprits. Donc, c'est ça que je voudrais voir pour dire, OK, il y a vraiment panique à bord et sur un support clairement identifiable. C'est-à-dire que pour moi, on doit normalement venir chercher cette zone des 2100 là, les céder un petit peu, les casser, les mettre un peu à mal, mais sur des phases de court terme. C'est-à-dire normalement pour moi, dès qu'on doit revenir là, il doit y avoir des très 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 forts supports. Regardez le volume qu'il y a à 2100. J'ai pas l'impression qu'on puisse réellement s'installer dessous. Par contre, venir ici dans un mode complètement panique, imprimer des prix débiles, d'accord? Vraiment à court terme, ça passe. Et puis, c'est là où on vient chercher côté des prix à qui est assez con pour vendre ses actions à ce prix-là. Et puis évidemment, là, ça remonte brutal en intraday. On met une vraie mèche basse avec un vrai sentiment de marché en excès. Et là, on remonte derrière pendant plusieurs trimestres. Ça, c'est l'option la plus bear. Dans ce cas-là, on est déjà mature pour revendre. On est sur les zones que je voulais vendre. Ça vend. Et en plus, on casse les plus bas de 2018 direct. C'est-à-dire qu'en gros, là, début février, boum, c'est de nouveau panique à bord, comme l'année dernière. Et évidemment, les mecs ici vont se dire, oh putain, mais c'est l'enfer, on est à -30 des sommets, c'est le bear market, blablabla. Et ben non, ici, il faudra acheter. Je vous rappelle qu'un bear market, ça ne se va pas en ligne droite, on y va en 2 vagues successives. Et ici, effectivement, panique à bord, et je n'aurai aucun problème à acheter ces supports pour donc un fameux dead cat bounce, c'est-à-dire un V-bottom extrêmement brutal, d'accord, qui revient ici et qui casse immédiatement une résistance. Normalement, on cassera immédiatement ce truc-là, et on remonte en 2 vagues. On revient chercher quoi? Les mêmes zones de prix que ce qu'on a là, mais légèrement plus haut. C'est-à-dire on revient très marginalement coté au-dessus de l'ouverture 2018, et on reviendra donc faire un nouveau plus haut pour 2019, d'accord? Je pense, hein, au niveau avril, mai, juin, là, au niveau de l'été. Et ici, the fucking big short, celui où derrière on repart de nouveau pour 5 vagues de baisse qui vont chercher les objectifs baissiers et où là on va chercher normalement assez profond à horizon casser ce support ou en tout cas revenir côté la zone des 1800. Et ici, achat de long terme sur S&P 500. Voilà moi le schéma que j'ai, la structure que j'ai. En termes de vagues, après attention, je vous rappelle que les vagues c'est pas de la magie, c'est juste pour dire, c'est donner un schéma. La seule chose que je connais pas dans ce marché, c'est ce point-là, il va être où? Il va être là, 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 là. Et combien de temps il va mettre pour y aller? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que normalement, il doit y avoir donc 2 vagues de psychologie haussière, où le marché est plus haussier que baissier et consolide moins bas.
Maintenant, attention, ce truc-là peut très bien prendre beaucoup plus de temps, peut très bien se faire en quelques jours derrière. D'accord? Tout est modulable. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir un schéma de construction des prix. C'est tout ce qui compte pour moi. OK? Donc, on va voir. Maintenant, évidemment, il y a un autre schéma alternatif qui va être celui-là. Je vais essayer de le colorer différemment. Donc, l'autre option, où ici, on a donc fini une première vague. Je vous rappelle qu'ici, je veux deux vagues de hausse. Hein. Donc, soit dans ce cas-là, ça, c'est la première impulsion. Et dans ce cas-là, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, donc, du coup, A. Il faudra revenir là pour faire B. Dans ce cas-là, on ira faire C. Et évidemment, ici, on ira refaire la même chose derrière. C'est-à-dire, après, on reprend le schéma de baisse où on fait 1, 2, 3, ABC. Pardon. ABC, et puis on remonte en deux vagues, et on rebaisse en 5 vagues. D'accord? Le même schéma que ce qu'on a vu là, mais donc avec un timing d'intervention différent, c'est-à-dire on ne serait pas encore bear, et dans ce cas-là, il faudrait attendre ici pour trouver un schéma de baisse, et là, ici, la fameuse purge. D'accord? C'est tout à fait possible, parce que pour moi, ce qu'on doit viser, c'est retoucher ce truc-là. Ce qui me laisse à penser que normalement, comme on doit revenir proche de cette ligne de tendance, je favorise toujours le scénario là, où en gros, ça rechute d'un coup, on invalide tout ce qu'on a fait en fin de semaine dernière, dès le début de cette semaine, on fait un avalement baissier hebdomadaire, et derrière, on se pète la tronche dans les semaines à venir. Ça, c'est ce que je favorise. Les signaux sont bears, on est dans des zones où ça doit vendre, je ne vois pas pourquoi ça rachèterait. Maintenant, la fin de semaine dernière a été un peu particulière, et face à ça, bah, évidemment, on est obligé de prendre toute la retenue qui est nécessaire, c'est-à-dire, comme je ne sais jamais, je ne sais absolument pas le futur, mais je pense que ça devrait vendre dans cette zone, en tout cas que ça peut vendre, raison pour laquelle j'ai commencé à vendre la semaine dernière, mais tout doux, j'y vais timide. Les stops sont très larges, et pour l'instant, je n'invalide mon scénario que là-haut, ça fait loin en termes de stop. Voilà. Bref. Donc je ne sais pas comment, je ne sais pas si ça c'est qu'une vague A et dans ce cas-là il nous reste B et C à faire et le timing de vente sera donc un petit peu plus lent, plus long, ou alors on est déjà mature, on se pète la tronche, on met tout le monde d'accord dès le début 2019, on enfonce tout de suite les plus bas 2018, comme ça c'est clair, net et sans bavure. Qu'est-ce que ça donne en schéma annuel? Voilà. Pour moi c'est très clair. Cette année-là, on a beaucoup plus de chances d'aller casser ça que d'aller casser ça. Maintenant, je peux me tromper. Hein. Si le marché est haussier, il va effectivement aller casser ça, clôturer au plus haut, et on se pourra s'offrir probablement une année de hausse de plus avant de se péter la tronche encore plus fort. Mais je pense pas. Pour moi, là, on revient ici, on trouve des vendeurs. Rebaissant ici, bah, tout de suite, là, plus personne ne va acheter. On va tout de suite aller péter le plus bas 2018, chercher un support, d'accord, un support pour cette année, parce que je pense derrière qu'à partir du moment où on aura fait ça, c'est-à-dire si on casse et qu'on bascule sous 2347, donc voilà, on va le mettre hein, d'ailleurs. En fait, notez-les ces niveaux sur vos graphiques, qui sont d'une extrême importance. Notre plus bas ici, le jour où on le casse, vous savez que derrière, ça deviendra la résistance annuelle. Voilà. Bon, moi je pense que c'est le cas, je l'anticipe. Je peux encore évidemment me tromper, mais je pense que ça c'est terminé. C'est le sommet de la décennie et on n'y reviendra pas avant plusieurs années. Donc, on vient là, on casse ça, ce sera la validation du retournement trimestriel du marché. D'accord? Ça veut dire qu'en trimestriel, on pourra valider le fait que ici, on aura essayé de remonter, ça passe pas, boum, on confirme le signal de baisse donné sur le dernier trimestre 2017. Parce qu'en fait, là, pour le moment, on ne sait pas. Voilà, là, le truc, et je reviens d'ailleurs, je rejoins l'analyse de Xav, d'accord? Si on se place ici, ne serait-ce qu'en mensuel, de mémoire, je crois que c'est ça qu'avait tracé Xav, ce qui fait du sens, hein, c'est de dire, voilà, on est dans ce schéma-là de tendance, c'est-à-dire ce canal, et pour l'instant, on n'a rien cassé du tout. Alors, attendez, hop, ça déjà pas nécessaire. Et puis, normalement, ici, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vous rappelle que là, on est normalement en train de chercher un support. Rappelez-vous comment on trace les canaux. Le canal, les prix sont baissiers, donc on prend les deux dernières résistances au dernier support. Voilà. Bon, pour l'instant, on voit que le marché fait tout ce qu'il peut pour essayer de tenir ça. On est en mensuel, ok? Donc là, déjà, le mois de janvier, il n'est pas fini. Donc, en fait, déjà, utiliser cette bougie-là, c'est pas possible. C'est pas possible parce que elle n'est pas clôturée. Il peut se passer encore pas mal de choses d'ici janvier. Hein. Là, pour l'instant, elle n'est pas trop dégueu, cette clôture. Mais si jamais on se dégrade d'ici janvier et qu'on fait une mèche haute, vous savez ce qui va se passer en février, ça va se péter la tronche. Donc, c'est exactement ça que je veux dire. C'est là où je trouve que c'est dangereux d'analyser le mensuel. Parce que pour l'instant, si on efface ça, c'est pas bon. Hein. Ça fait une grosse bougie baissière. Certes, on n'arrive pas à tenir la clôture sous le canal. Mais il vaudrait mieux qu'on fasse une bougie de janvier qui clôture en haut. Parce que si on ne le fait pas... effectivement, si là on devait rebaisser, faire une mèche haute après une bougie comme ça, c'est que la prochaine, elle va casser tout ce merdier. Donc ça, c'est ce que moi je pense, parce que historiquement parlant, à chaque fois qu'on vient remettre en cause les tendances mensuelles, on les pète
tout de suite et on ne fait pas de pullback et on ne fait pas d'essai de s'en sortir. Normalement, en mensuel, quand la fête est finie, point barre, et on passe tout de suite en marché baissier. Raison pour laquelle, moi, je ne pense pas qu'on aura un support mensuel. Parce que je pense tout simplement, comme je dis, pour moi, la psychologie dans le marché, elle a changé. Aujourd'hui, les gérants, ils ont surtout envie de se barrer de là avant de se prendre une perte colossale, et ils n'ont pas envie d'être le dernier à s'asseoir sur la chaise musicale. Donc, ils commencent tous à se rapprocher des chaises en sachant qu'il faut commencer à s'asseoir. La musique, c'est pas encore arrêté complètement, mais les mecs savent qu'il faut déjà s'asseoir. On n'est plus comme avant, où il faut juste danser le plus longtemps possible pour faire un max de gains. En hebdomadaire, voilà, pour moi, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'ici, on a déjà enfoncé le support hebdomadaire, et pour ma part, c'est pas bon signe du tout. C'est soit on invalide ça, et ça c'est un piège baissier, mais j'ai tendance à dire, on a quand même mis plusieurs clôtures ici, hein, on n'a pas juste fait, et puis il n'y a pas de structure de retournement. Je suis désolé, pour moi, ça c'est pas une structure de chandelier haussier. Il n'y a pas de Morningstar, il n'y a que dalle, il n'y a pas d'Arami. Donc pour moi, c'est juste les bears ont pris le contrôle ici. Les bulls reviennent chercher du monde sous résistance, mais c'est pour moi les bears qui sont en contrôle sur l'UT hebdomadaire. Donc, l'hebdomadaire, graphiquement parlant, et théorie de dos, est toujours haussier puisque les supports sont toujours ascendants. C'est-à-dire que le dernier support hebdomadaire, moi je pense qu'il est là, mais je comprends qu'un analyste le voit ici. Et dans ce cas-là, il va vous dire, support ici, si on forme un support là, il est ascendant et du coup on va chercher un sommet historique. Moi, je pense pas. Je pense qu'ici, on est juste en train de faire croire au piège que cette bougie-là, elle va avoir énormément de mal, évidemment, à tenir. Et il suffit que cette semaine, on fasse un avalement baissier. Et tout le monde va dire, eh ben merde, c'est reparti, on est baissier en hebdomadaire. Voilà, et dans ce cas-là, quand vous avez de toute façon l'installation des tendances baissières avec des grosses bougies rouges qui clôturent en bas, mais nom de Dieu, ça devrait quand même donner un sentiment baissier. Pourquoi les gens cherchent encore à dire que ce marché est haussier? Il faut quand même être objectif au bout d'un moment. C'est typiquement un marché baissier, ça. C'est un marché qui accélère à la baisse, c'est-à-dire les phases de baisse sont de plus en plus accélérantes. Ça, si ça se produit en cours de tendance haussière, je comprends tout à fait que ce soit dans ce cas-là des opportunités d'achat, comme ça avait pu l'être ici. Quand la tendance est mature, comme c'est le cas ici, on arrête d'acheter les supports, nom de Dieu, où on le fait, mais doucement, c'est-à-dire qu'on achetait ce support-là sur le support Fibonacci 23% sans problème, ça faisait du sens, mais maintenant je pense qu'on va se diriger vers le 38,2 sans problème, et que celui-là, il faut l'acheter. C'est-à-dire moi je suis d'accord pour acheter les supports Fibo, faire un achat ici, faire un achat là, mais je pense sincèrement qu'on va se diriger vers ces trucs-là. Pour moi sur le S&P 500, ça ne s'achète pas avant 2080. 38% de retracement, voilà. Et c'est pas la fin du monde, 38% de retracement. Hein. Et on ira probablement retracer plus que ça et chercher probablement le Fibo 50. Et ici, après, à long terme, on pourra acheter. Bref, donc sur 2019, pour ma part, le schéma, les swings à faire cette année, c'est un premier swing à faire dans cette zone-là, vendre l'ouverture de 2018, casser le plus bas de 2018. C'est le deuxième swing. À acheter du coup, essayer de tenter un achat en débordement sous les plus bas de 2018. Comme on l'a vu, maximum Fibo 38%, 2075, il ne faut pas viser plus bas que ça. C'est vraiment le maximum dans lequel il faut racheter les positions vendeuses. Et ici, prendre un swing acheteur pour venir recasser le plus haut qu'on aura fait. Ok ? En termes de schéma, on baisse, pour moi. Donc on baisse. Enfin, non, si on reprend le schéma de l'année, donc on commence, on retrace sur le début de l'année. On revient chercher les ouvertures 2018, on se casse la gueule, on enfonce les supports. Je ne sais pas si on ira jusqu'à 2073, mais on peut aller jusque-là. On a cette zone-là à aller casser sur les 2230, donc il faut noter cette zone comme zone à risque, mais je pense qu'on peut filer ici avec des mèches basses jusqu'à 2073, venir chercher 38% Fibo maxi. Ici, dans tous les cas, il faut acheter. Ensuite, je pense que derrière, on va rebondir de façon très brutale. D'accord ? Je pense qu'on va revenir chercher la zone faible volume des 2230 derrière, et qu'ensuite, on va revenir casser le plus haut marginalement qu'on aura fait ici. C'est-à-dire aller un petit peu plus haut, aller en positif, aller côté des plus hauts sur l'année, probablement cet été. Et cet été, normalement, ça devrait revendre pour que derrière, on clôture l'année plutôt en négatif. Et normalement, décembre, janvier, on est là, voire plus bas. Mais normalement, on va essayer probablement de clôturer cette année à la baisse. Et normalement, 2020 sera une année baissière également. Et après, je pense qu'on aura des supports assez forts. Voilà. Mais le schéma pour moi de cette année, c'est plus ou moins ça. C'est-à-dire que ça risque de clôturer en année baissière, ça risque de très fortement de clôturer proche du plus bas de 2018, voire en dessous, donc 2350. Et je pense que c'est vraiment une zone plancher, là, celle-là. Voilà. Vous dire, les deux zones planchées, pour moi, ça va être ça. La zone de très faible volume des 2220, ici, qui risque probablement d'être un fort support au courant de l'année, mais on risque de glisser marginalement aussi sous ce support
dans la première phase d'attaque baissière qui ici sera un couteau qui tombe. Ici, ce sera vraiment la panique à bord, plus personne n'achète et on se demande où est-ce que le marché va s'arrêter. Voilà, hein, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et ici, tout le monde sera en mode panique pour dire, bah, tout le monde ira viser ici les supports à 1800. Et pourtant, tout le monde va ignorer ce fort support à 2080, qui pour moi, il y a du volume. Et il n'y a aucune raison qu'ici, on ne trouve pas de support haussier sur les indices. Et donc voilà, ce schéma-là, où très probablement, on clôturera l'année, bah, probablement sous les 2361, pour démarrer l'année 2020, probablement déjà sur des phases de baisse beaucoup plus sensibles sur ces années-là. Puisque je vise toujours la même chose, hein, pour moi, on revient chercher 50% de Fibo, voire dans le pire des cas, ces zones-là. Hein, voilà. Normalement, on peut théoriquement refermer la zone de faible volume, la première là, mais vous voyez, c'est vraiment là qu'il y a le moins de volume. Moi, je pense honnêtement, ici, 1700, ça s'achète à très long terme. Cette zone-là, avec un stop très large, hein, mais je pense qu'on reviendra jamais chercher les zones de cotation des années précédentes. Pour moi, revenir chercher 1005, ça paraît vraiment trop loin. C'est possible en l'état, mais ça me paraît, il faudrait vraiment là de très fortes dégradations, type explosion de la zone euro ou des trucs comme ça. C'est pas impossible, encore une fois, mais pour l'instant, rien ne semble présumer de ce genre de choses. Voilà, donc un coup en avance, pas 50 non plus. Là déjà, je suis allé le plus loin que je puisse aller. Derrière, pour moi, c'est tellement trouble que je n'en sais rien. Il faudrait déjà arriver à casser les plus bas de 2018 pour avancer un petit peu plus sur ce schéma-là. Puisqu'évidemment, là, si on devait continuer à avancer comme des teubés et casser le sommet de 2018, ben, j'ai tort, point barre. Invalidation, pure et simple. Je me suis planté, le marché est toujours haussier, et ainsi de suite. C'est pas impossible, mais ça me paraît très peu probable. Bref, donc la conclusion à laquelle je voulais arriver, c'est que, encore une fois, comparer ce qui est comparable, n'essayez surtout pas de me chercher encore des petits potins de trading et compagnie. Vous savez de toute façon que j'apprécie IVT, il n'y a aucun problème avec ça, je ne m'en cache pas. Hein, vous savez que de temps en temps, j'aime pas trop faire ça, mais ça m'arrive souvent, ça m'arrive de temps en temps de critiquer quelques formateurs sans jamais citer de nom. Hein, je déteste donner des noms quand je critique, parce que je trouve que c'est pas intéressant, mais normalement vous devriez être capable de reconnaître assez facilement les gens que je critique. Je salue aussi le travail de certaines personnes. Avec IVT, on a un travail qui est très proche. Je veux dire, de toute façon, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont chez les deux en même temps. Vous avez bien compris qu'il y a d'énormes similarités entre les deux. On a des approches de marché très similaires et tout à fait compatibles. Donc, allez surtout pas vous imaginer qu'on essaie de se taper dessus avec IVT, ce ne sera jamais le cas. Et de toute façon, je vous dis, la plupart du temps, 99% du temps, on est d'accord. On va avoir des points où on sera en désaccord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que de là, il y a un potin de trading? Les gars, absolument pas. Voilà. Donc, on fait tous un travail d'éducation. Hein. Je veux dire, IVT, ils essaient de vous éduquer au trading, tout comme j'essaie de vous éduquer aussi. Donc, dans tous les cas, au bout d'un moment, on est obligé de prendre des décisions qui seront parfois différentes. Mais n'allez pas vous imaginer qu'on se fait la guéguerre avec IVT. Ce sera franchement probablement jamais le cas. Voilà. Bref. C'était cette petite parenthèse à refermer. Allez, sinon, du coup, moi j'attends de savoir ce qui se produira. Aujourd'hui, pas de marché américain. Les marchés européens sont en consolidation pour l'instant. On va essayer de voir ce que ça pourrait donner en intraday. Mais moi, honnêtement, là, ce matin, je pense qu'il ne faut rien faire. On voit bien la petite zone de support du DAX, là, on va dire entre 11 150 et 11 112. Peut-être que ça va essayer de se stabiliser par là. On va essayer de faire un petit exercice intraday, voir ce que je pourrais trouver comme time frame exploitable. 5 minutes, ce serait exploitable, mais plus bas, dans ce cas-là, vers une zone 11 090, puisque pour moi, le contexte est là et le support Fibo est par là. Pour l'instant, ça donne des signaux, mais sur des zones inintéressantes, et ce ne sont que des TP, donc je dirais que 5 minutes est complètement inexploitable. Le 2 minutes, on va voir ce qu'il donne en termes de gestion et de lecture graphique. Oh putain, ça c'est illisible au possible. Alors pourquoi ça c'est illisible? Voilà, on va essayer de revenir dans l'historique pour que vous puissiez comparer. Voilà, ça c'est lisible. On voit bien, là, les canaux de contexte sont bien visibles, ils captent bien la tendance et vous pouvez identifier vos différents contextes. Là, vous m'identifiez quoi comme contexte? Il n'y a que dalle, toutes les boxes sont disjointes, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est pas du pricing, ça, c'est en 2 minutes, c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, on le sait, il y a eu une très forte tendance en fin de semaine dernière, surtout sur les marchés européens. Ce que ça peut vous dire, c'est que là, le 2 minutes, il est intradable. Il faut attendre qu'il se recale, c'est-à-dire qu'il retrouve un schéma où ça se calme. Là, on voit que ça commence de nouveau à se calmer un peu, les boxes ne sont plus trop disjointes. Maintenant, moi là, honnêtement, est-ce que ce signal-là, on l'achète en 2 minutes? Théoriquement, c'est pas inintéressant. Hein. Moi, ça me paraît pas mal d'acheter ce truc-là. Je dirais que là, il y a peut-être un petit signal d'achat sur le DAX. Mais alors, honnêtement, si ça devait continuer à se péter la tronche, je ne serais pas nécessairement surpris. Voilà.
Mais je tenterais bien là un petit achat, ça me paraît pas mal. Si ce signal-là clôture dans 1 minute 26, je vais être franc jeu, je vais même aller le prendre avec vous, hein, parce que là théoriquement, en fait c'est clôturé, hein, c'est sur la bougie précédente. Donc je vais aller le faire, allez, je prends un petit achat en 2 minutes, on va dire un stop de 30 points ici, et hop, voilà, je viens de le prendre. Comme ça, bon, voilà, on ne fait pas souvent, mais je viens de prendre un trade en live quand même. Bon, enfin en live. On va dire que le signal est donné en live. Voilà. De toute façon, celui-là, vous ne pourrez pas l'exploiter, hein, puisque le temps que je vous poste la vidéo, tout ça, tout ça. Voilà. Bref, donc, à voir. Mon stop, pour l'instant, je le mets sous ce support-là, hein, pas sous celui-là. Donc, je reste très modéré en taille de position, parce que j'ai absolument aucune conviction qu'on n'essaie pas d'aller chasser sous ce support. Donc, pour être certain de ne pas me faire dégommer, c'est-à-dire que si jamais ça devait défoncer ce support, ce qui me semble totalement possible. Dans ce cas-là, je préfère mettre le stop sous le suivant, comme ça je pourrais au moins sortir la position AVE ou en léger gain. Hein, voilà. Quel est l'objectif de cette position? Comme toujours, j'en sais rien, je vais faire ma gestion du risque en fonction du contexte, c'est-à-dire que là, enfin en fonction de mon schéma. Donc ici, mon schéma, ce serait quoi? Ce serait typiquement acheter une vague 4, c'est-à-dire dans ce cas-là, essayer de viser une petite poursuite au-dessus, même si très sincèrement, pour ma part, ça n'a pas une typologie de vague 4, ça a plus une typologie de vague 1 baissière. Donc je dirais plutôt que sur ce machin-là, ce que je vais viser, c'est voilà, un petit retracement, essayer de sortir sur du 11 000, sous 11 200 là, par là. Voilà. Moi, c'est probablement dans cette zone-là là, que je vais essayer de me faire la malle, avec donc ma gestion du risque sur mon canal de tendance, ici, là, donc je vais mettre une alerte. Dès que ça touchera mon canal de tendance, s'il y a un signal baissier, je prends 50% de la position. S'il n'y a rien, je remonte le stop sous le bottom, hein, d'accord, et je laisse la position s'exprimer. Évidemment, gestion du risque dans le contexte vendeur, c'est-à-dire que quand on va arriver ici, maxi 11 200, 11 200 ou contexte vendeur et Fibonacci, je me prendrai mes gains et je ne chercherai pas à viser plus que ça. C'est vraiment un trade intraday, j'essaie de supporter dans cette zone-là. Si ça passe pas, c'est pas grave, je garde un stop large. Et grosso merdo, je vise là avec un stop là, c'est 1 pour 1, hein, c'est vraiment un trade à la con qui sert à rien. Le trade du lundi matin, en sachant qu'il n'y a pas de session européenne, qu'il n'y a pas de session américaine cet après-midi, ou très peu. Donc, c'est vraiment pas un truc avec une forte conviction, mais si je devais faire quelque chose, c'est probablement le seul truc que je ferais ce matin. On est en débordement du signal TP, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que là, la gestion du risque est quand même plutôt bien. Voilà, là, le marché n'est déjà plus baissier, il est en exit. On continue de pousser un petit peu à la vente pour chasser des stops. Donc, garder un stop lointain sur ce scénario-là est nécessaire, mais ça me paraît pas mal. Voilà. Qu'est-ce que... Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire ce matin. Donc je vous souhaite une bonne semaine, soyez prudents. Donc je vous ai recadré normalement mon scénario indiciel. Je reste toujours donc sur le schéma. Bon, vous voyez, ça ne veut pas prendre. Hein, donc la survente est vendue. Donc généralement, c'est pas non plus le plus haussier des signaux. Hein, voilà. Pardon. Donc on va voir, de toute façon, soit là ça remet un petit coup de rein, hein, ça accélère, et dans ce cas-là on a bien une tendance pernicieuse qui se met en place, c'est-à-dire du lessivage, hein, vous connaissez le lessivage, c'est-à-dire que là c'est en gros petit canal étriqué et on pousse là-dedans, donc c'est totalement possible hein, que ça reste donc en tendance pernicieuse. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on vient chercher les 50%, ça rejette. Donc là pour l'instant, soit on arrive à en sortir, et effectivement je pense qu'on aura un rebond marginal au moins sur l'indice européen. Si ça devait continuer à accélérer, donc toujours rejette le 50% et travailler dans cette zone-là, c'est qu'on se fait lessiver ce matin, et dans ce cas-là, le stop lointain devrait suffire à ne pas prendre de perte. Par contre, celui qui mettra un stop là ou un stop là se fera probablement dégager la position sans la moindre hésitation. Voilà. Pour le moment, je ne sais pas. Il faut voir comment le prix va réagir dans cette zone-là. Le futur nous le dira. Après, ce n'est pas un timing absolument parfait là, de prendre un trade à 11 heures. Allez, bref, donc soyez sages, pas trop, beaucoup d'indécision sur les indices, mais je pense quand même qu'on peut favoriser les ventes dans la zone actuelle, et je suis curieux de voir comment Wall Street va réouvrir demain après-midi. Est-ce qu'on va réouvrir en gap baissier? En fait, voilà, moi ce qui me gêne dans la structure de prix, je vais être très direct avec vous, je vais prendre le S&P 500 en daily. C'est-à-dire que pour moi, en fait, ce qu'on a fait la semaine dernière, ça me rappelle un truc. Ça me rappelle le G20. C'est-à-dire que ça me rappelle ça. C'est-à-dire le moment où je me suis dit, ah putain, mais non, c'est tellement bourrin que les mecs vont aller nous racler au-dessus des sommets, là, et ils vont aller nous chasser le truc. Et je me suis dit, ça paraît tellement évident que putain, pourquoi je vendrais ici? C'est complètement con. Rappelez-vous, je voulais vendre, hein, et je me suis dit, mais c'est tellement évident qu'ils vont aller nous chasser au moins quelques pipes au-dessus de ce truc-là. Donc je m'étais dit, je vais attendre le lendemain, attendre un petit excès, et j'irai. Et en fait, il se passe quoi? Bam, je te prends un contre-pied, je t'arrache tout d'un coup.
Ça, c'est typique un marché baissier, hein. Ça veut dire qu'effectivement, la réactivation de la tendance se fait très brutalement parce qu'il y a tendance baissière. Mais ça, il n'y a personne qui capte. Regardez le temps qu'on met à réactiver sur les supports à chaque fois. Là, ça s'est produit un peu plus rapidement parce qu'on a fait un gros excès de teubé, hein. Ça, c'était quand même assez puissant ces 2 jours-là. Mais sinon, on réactive beaucoup plus facilement les tendances baissières. Enfin les résistances qu'on ne réactive les supports. Donc là, pourquoi tout le monde se dit, ok, on est monté un peu fort, du coup, on va être exigeant sur les niveaux de vente. Non, moi je pense qu'il faut y aller. C'était la zone que j'avais donnée, hein, donc 2670 jusqu'à 2700. Pour moi, c'est la zone qu'il faut vendre, hein, sur le S&P 500. Il ne faut pas chercher à se torturer les neurones. Pour moi, le boulot est fini. On est bien sur 127% d'extension et tout ça. Enfin, pour moi, il y a tout pour y aller, quoi. Pour y aller sur un ABC un peu rapide. C'est-à-dire que là, effectivement, la conso était plutôt longue parce que... Ah oui, putain. Alors, j'ai un autre argument technique à vous donner. Je l'ai vu l'autre jour et je vais vous le partager. Alors, si je prends mon S&P 500, donc là, le futur, ok, si j'utilise le temps, alors vous savez que le temps est quand même un outil qui est assez difficile à utiliser dans le marché, mais on va faire ce jeu quand même, d'accord. Si je prends ça, voilà, hop, alors non, de mémoire, voilà, pour partir du dernier sommet. Voilà, viens là mon petit. Alors on va se mettre en 4 heures, ce sera peut-être mieux quand même pour voir les 8 heures. Voilà, donc si je prends ce timing, c'est-à-dire, voilà, je vous place le truc, je vous dis, on part de là, du précédent sommet, l'impulsion baissière, hop, et hop, voilà. Donc en gros, là ce que j'essaie de mettre en valeur, c'est combien de temps on a consolidé par rapport au temps de l'impulsion baissière. Le ABC, impulsion baissière, ABC, correction à plat, enfin en tout cas une correction à plat ici qui en a suivi. La correction à plat, elle a donc mis à peu près 1,272. C'est-à-dire la correction a duré 1,272, enfin 27,2% plus longtemps, d'accord, ok, que la phase de baisse. Donc on a mis plus de temps à consolider, on a passé plus de temps dans cette phase-là à plat. Pourtant, on n'a pas réussi à reprendre les valorisations principales. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup plus de force dans le mouvement baissier, puisque avec moins de temps, on a été beaucoup plus efficace sur le pricing. Okay, maintenant, on refait le même exercice. Ici, je prends la phase de baisse. Tac, tac, hop. Voilà, regardez où on en est. On est à peu près sur ce même ratio, c'est-à-dire 127% de la phase de baisse. Et quand je vois ça, ça me laisse à dire, ok, il ne nous reste plus beaucoup de temps déjà pour consolider. C'est-à-dire que si déjà on arrive à s'en sortir ce matin, et à dire, on baisse pas en ligne droite comme des teubés, et on remet pas tout. Rappelez-vous en fait ce que j'avais fait là, ici, l'erreur que j'avais commise. C'est exactement la même. Dès le début de la semaine, après le G20, ça commence à baisser, tout le monde cherche les supports ici, moi y compris, hein, j'avais cherché le support, ça n'avait pas fonctionné, premier stop loss, puis j'avais continué, alors qu'au final, il fallait juste vendre à l'époque. Donc je me dis, pourquoi est-ce que ici, ce serait différent? Si on est dans ce schéma-là, voilà, l'excès de fin de semaine, on va retourner la tendance de façon complètement baisée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on était sous résistance, que le marché vend la résistance, et que si toi, comme un compte, essaies de supporter la tendance précédente, alors que la tendance globale est baissière, tu te fais péter la tronche. Donc je pense qu'il faut effectivement, c'était le biais de la vidéo que je vous ai postée vendredi, qui revenait à dire que les UT de court terme, tout ce qui est daily et en dessous, c'est baissier. D'accord? Il y a quelques time frames qui sont maintenant en tendance haussière, comme par exemple l'horaire, mais je vous rappelle qu'il faut toujours contextualiser les trades. D'accord? Regardez, il y a écrit contexte. Ça veut dire que là, en horaire, vous ne pouvez pas dire il y a une tendance haussière, puisqu'il y a contexte. Ça veut dire qu'il faut obligatoirement aller voir ce qui se passe en 4 heures. Et en 4 heures, je suis navré les gars, c'est baissier. Donc quelle est la tendance? Elle est baissière. Et en horaire, vous ne pouvez pas traiter la tendance haussière parce qu'elle est dans un contexte baissier de l'UT supérieure. Donc pour moi, ce qui domine, c'est ces UT-là à 4 heures, 8 heures daily qui sont toutes bearish. Et putain, on est en marché baissier pour l'instant, et je pense qu'effectivement, l'erreur à ne pas commettre est celle que je vous ai donnée l'autre jour dans l'émission, qui est que dans un marché haussier, on identifie les supports pour se positionner. Et on vise les résistances. C'est-à-dire que les objectifs graphiques sont les résistances précédentes du marché si on a évidemment des prix sur lesquels se projeter. Et évidemment, quand on va retracer les mouvements haussiers, on va chercher les fameux supports. Mais là, en gros, l'erreur que commet tout le monde, c'est de dire, on va se remettre dans le même sens, voilà. C'est ce que je vous marquais lundi, c'est de dire, en fait, on identifie les supports du marché et on regarde comment le marché se comporte par rapport aux supports. Dans un marché baissier, c'est complètement débile, parce que dans un marché baissier, ce qui nous intéresse, c'est de se positionner dans le sens de la tendance, c'est-à-dire de travailler les résistances.
Et c'est ça pour moi qui fait du sens. Regardez, pourquoi on s'est pété la gueule ici de façon pernicieuse, sans donner de signaux et tout ça? Mais putain, parce qu'on était sous résistance, mince. Même chose ici, pourquoi on s'est pété la tronche en ligne droite avec le G20? Bah parce qu'on est juste revenu chercher une résistance et que ça a vendu. Donc, chercher les résistances, au lieu de chercher à identifier le comportement des prix sur les supports. C'est ça que je trouve fou, et c'est ça le biais haussier en réalité que j'essaie de traduire dans la vidéo. Pourquoi aujourd'hui les gens essaient de chercher le comportement des prix sur les supports, c'est-à-dire de se dire, là, premier support, deuxième support, troisième support, on le teste, et là on est en train de reprendre le support. Donc tout ça, c'était un piège vendeur. Voilà les lectures que je vois faites du marché aujourd'hui, que je trouve malheureusement dans un biais haussier manifeste, alors que sur ces unités de temps-là, nous sommes baissiers, point barre. Ok? C'est ça que je traduis. Mais ça, je pense que Xav, il est d'accord. Et je pense qu'il ne remettra pas ça en question. Tout simplement parce que c'est techniquement indiscutable. Sur ces unités de temps-là, on est baissier, il faut rechercher les résistances pour se positionner, pas essayer de regarder ce qu'on fout sur les supports. Les supports sont des objectifs graphiques qu'on va d'ailleurs, la plupart du temps, essayer de casser. Hein, là, on va revenir sur le 4 heures, on va essayer d'identifier les supports qu'on avait laissés dans la tendance derrière. Vous allez voir que ces supports, on les a tous mis à mal. Ce qui est signe d'une tendance baissière. On vend les résistances et on essaie de casser les supports jusqu'à ce qu'il n'y ait pas assez d'énergie pour. Mais voilà, un support ici, on va voir comment on s'est comporté dessus. Un support là, vous allez voir, je suis pareil qu'on a tout pété. Hein. Il n'y a aucun soutien là-dessus. Enfin, il n'y a aucun soutien. Il n'y a pas de soutien sur ces zones support. Alors celle-là, on les avait déjà bien démonté. Hein. On peut aller beaucoup plus bas que ça, du coup. Effectivement, on va aller chercher beaucoup plus loin dans le temps. Ok. Donc là, on les voit bien, les supports. C'est très facile. Vous voyez bien les objectifs graphiques que le marché a visés. On les a tous démontés. Hein. Voilà. Ça a été démonté. On va marquer le plus bas au cas où. Là, il ne reste plus rien. Il nous reste ça en plus bas. Et il nous reste ce support-là. Voilà. On va voir où on en est. Voilà. Je suis désolé, les gars. Est-ce qu'on s'est arrêté sur le support? On l'a pété, et ensuite, il n'y a plus d'énergie là-dessous, et on rebondit. Donc, on casse des supports, on vend des résistances. Bon sang, est-ce que ça, c'est un signe de tendance haussière? Non, c'est l'inverse. En fait, inversez les mots. On tient les supports, on casse des résistances. Tout le monde va vous dire tendance haussière. Putain, pourquoi c'est malsain de dire la même chose dans l'autre sens? C'est ça que je pige pas, moi, en fait. Je comprends pas le biais psychologique qui fait que on n'a pas le droit de parler d'un marché baissier, c'est trop malsain, et puis c'est surtout quand il faut le faire avec des pincettes pour pas se faire taper dessus. Mais enfin, nom de Dieu, il y a quand même des timings dans lesquels il est quand même normal de parler de marché baissier, et quand en plus maintenant les prix montrent qu'il y a franchement un marché bear, pourquoi il y a des mecs qui luttent contre ça? C'est ça que je pige pas. Il suffit simplement d'appliquer les mêmes stratégies de tendance, et si vous avez ce fameux biais haussier, putain, vous renversez vos graphiques et point barre, quoi. Voilà. Maintenant, et je maintiens, Xav avait raison là-dessus, les UT hebdo et mensuels nécessitent encore des confirmations. Pour moi, ici, en lecture bête et méchante, l'hebdo, c'est au mieux du range, au pire, c'est baissier. Le problème, c'est que comme j'ai cette structure-là d'excès manifeste sur le pricing, je pense qu'on va faire un V-top. Maintenant, je peux me tromper, mais pour moi, tous les indices ici montrent que le marché est bear. Pourquoi? Ici, on avait des stops, on les a démontés. Donc ça veut dire, déjà, démonter des stops, ça veut dire qu'on n'est plus en tendance haussière, et même pour moi, le range est déjà terminé. On risque même de passer baissier. Donc pour moi, l'hebdo, neutre baissier, ça me semble le minimum pour ne pas dire déjà baissier, dans le sens où on pourrait très bien, donc je vous dis, passer de tendance haussière à tendance baissière immédiatement à cause des excès de la fin d'année passée. En mensuel, par contre, et là je suis complètement d'accord, c'est pas du tout baissier. Hein. Ça, c'est pas baissier du tout. On est en plein dans les contextes vendeurs. Donc, tant qu'on n'a pas rejeté le contexte vendeur, pour moi, effectivement, en mensuel, il n'y a pas de tendance baissière pour l'instant. Mais de toute façon, en mensuel, le marché n'est jamais baissier. Hein. En fait, le marché, il revient chercher les contextes acheteurs à chaque fois et puis il repaye. Raison pour laquelle hein, je maintiens d'ici quelques années, là, vous vous dites de toute façon, c'est box mensuel. Regardez, celle-là, elle est là. Elle est ici. L'année prochaine, elle sera là. Voilà, je pense sincèrement que ça, dès qu'on retouche les contextes, il faut acheter, il ne faut pas hésiter à... Voilà. De toute façon, il y a une tendance inhérente à long terme, toujours haussière dans les indices. Les indices ne casseront jamais, ou très probablement jamais, les plus bas pour une raison simple. Ici, il y a un facteur qui fausse complètement tout, c'est l'inflation. C'est aussi simple que ça. Si vous regardez le S&P 500 corrigé à l'inflation, oui, ça fait des vagues, ça fait ça, le S&P corrigé à l'inflation. Par contre, vous le regardez inflation comprise, putain, ça ne peut que monter, c'est normal. Enfin, à moins qu'il y ait vraiment destruction de valeur à un moment donné, normalement l'inflation sera toujours positive, et dans ce sens-là,
forcément, les prix des actions seront toujours plus chers qu'avant. Donc dans ce schéma-là, on ne peut que faire des creux et sommets ascendants. Voilà. Donc raison de plus, pour moi, ici, il faudra acheter. Oui, il n'y a aucun souci sur le prix des actions. Il faudra, à prix constant, inflation comprise, jouer des achats sans la moindre hésitation. Pour moi, vraiment, hein, 2021, 2020, 2021, ce seront des zones pour acheter les indices sans hésitation, sans doute possible pour ma part. Ok. Et probablement, donc je vous dis, sur ces zones-là, où à proximité des 1812, sur ce contexte et sur ce contexte de support mensuel, je pense qu'effectivement, ici, il y a des achats à faire. Voilà. Le trimestriel, je le regarde, et l'annuel, je ne le regarde que pour la forme des bougies. Hein. Là, évidemment, je n'interprète pas les canaux, puisque de toute façon, ici, ce sont les mêmes que les canaux mensuels. Parce que je ne peux pas demander des données supplémentaires, en fait. Voilà. Je ne peux pas demander plus qu'un an en données historiques. Donc là, les box de canal font 1 an, et en fait, après que vous regardiez trimestriel ou annuel, les box feront de toute façon toujours 1 mois, feront toujours 12 mois. Okay. Donc en fait, avec les indicateurs, avec Framework, le dernier time frame que vous pouvez utiliser, c'est le mensuel. Après, je ne vous recommande pas de trader au-delà du mensuel, honnêtement. Ça, déjà, c'est de l'investissement de long terme. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes là, vous accumulez à long terme et vous tenez ces trades 8-10 ans. Hein, c'est la même chose que ce qu'on fera ici. Alors je dis on, mais ce sera je. Ici, évidemment, moi, je prendrai des trades à tenir horizon 5-6 ans minimum. Voilà, pour jouer un cycle de croissance, en fait. Hein. Mais il y a des cycles beaucoup plus courts. Vous voyez, là, ici, on a un cycle de croissance qui a duré que 5-6 ans. Voilà, donc là, celui-là est très long, certes, mais il est mature et il faut bon sang arrêter au bout d'un moment. On voit bien le schéma, hein, la vague 3 qui éclate le contexte, la vague 4 en pullback sur le canal de tendance, la vague 5. Il faut arrêter. Voilà, pour moi, ce schéma de dire on continue haussier parce qu'il faut perdurer dans le schéma précédent, parce que c'est trop risqué de s'y opposer, c'est stupide. Encore une fois, il y a des moments et il y a des timings avec une gestion du risque, bien entendu, puisque tant qu'on ne m'a pas prouvé que j'ai raison, je peux aussi avoir tort. Hein, ça, il faut toujours le prendre en compte. Mais avec une gestion du risque, au bout d'un moment, il faut aller contre le consensus. Quand le consensus, tout simplement, est dans la poursuite de la psychologie précédente, qui est malheureusement une erreur à un moment donné. En fait, rester dans la psychologie passée, c'est bien, c'est ce qu'on appelle suivre les tendances, mais les suiveurs de tendances, quand est-ce qu'ils prennent des gadins? Il y a 2 moments où ils se prennent des gadins. Quand le marché est en range, et encore normalement ils font pas trop mal leur boulot dans les ranges, mais quand le marché se renverse. Un suiveur de tendance, quand le marché se renverse, c'est la panique à bord. C'est le moment où ils perdent du pognon. Regardez le nombre de gestions qui ont perdu du pognon sur les derniers trimestres. Ça devrait être un signal que la psychologie n'est pas celle qu'elle était. La tendance haussière, c'est fini. Voilà, ça c'est sûr. Enfin, c'est pas sûr, mais il y a de très fortes chances que ce soit game over pour la tendance haussière. Peut-être un range, mais très probablement un range baissier, voire déjà une baisse et un retournement pernicieux, puisqu'historiquement parlant, les marchés passent très peu de temps en range quand il s'agit de devenir baissier. Les signaux macroéconomiques se dégradent, je suis navré de vous le dire, hein, quand même, ça fait un moment, et on le sait. Maintenant, c'est même plus question de cacher, c'est juste de dire, soit vous regardez et vous mettez des œillères pour dire je ne regarde plus que les statistiques qui sont positives, comme les NFP, le taux de chômage, mais même ça, on voit que les tendances commencent à se dégrader. C'est des trucs comme ça, voilà. Soit vous gardez vos œillères, moi je trouve que c'est dangereux, parce que les œillères, on ne doit les mettre que quand on est dans une phase de tendance. Hein. Ici, effectivement, si vous regardez les news négatives, c'est que vous êtes permabère. Voilà, c'est le classique du permabère. Le mec qui, ici, va vous dire dégradation du chiffre d'inflation ou dégradation du chiffre de machin ceci, donc probable formation d'un sommet. Bah non, je suis désolé mon gars, même s'il y a une inflation qui n'est pas bonne ici, on s'en bat les couilles, ça va être un chiffre mauvais parmi une série statistique haussière, dans une tendance haussière, tu vends pas un truc comme ça. D'accord. Alors que ici, des permabères, il y en a plein qui vous disaient de vendre. Hein. Je citerai pas de nom, mais c'est toujours... Voilà, il y en a des permabères, même certains qui se revendiquent permabères, et il n'y a pas de souci. Mais dans une optique de trading, comme je vous dis, où l'objectif c'est de gagner de l'argent. Dans cet objectif-là, permabère, c'est une souffrance. C'est une souffrance permanente. Sauf si vous vendez des bouquins ou que vous vendez des émissions ou du papier ou Dieu sait quoi. Ou dans ce cas-là, effectivement, vous serez rémunéré sur la vente de l'information que vous apprenez et que vous redigérez. Mais c'est clairement pas le trading de ces stratégies-là qui vous mettra profitable. Si vous vendez une tendance haussière, vous avez juste perdu du pognon. Il n'y a pas de secret là-dedans. Voilà. Mais c'est pas si compliqué que ça. Hein, à long terme, un truc comme ça, il n'y a rien de plus facile que de trader le marché à long terme. Parce que là, il y a un biais naturel haussier. Celui dont on parlait, l'inflation. En fait, si vous tradez ça à long terme, si vous voulez chercher les creux et sommets d'un marché, il n'y a rien de plus facile que de traiter des actions à long terme.
C'est aussi con que ça, tu meurs. Chaque fois que tu viens chercher les supports, et chaque fois que tu viens chercher les contextes acheteurs, tu payes, point barre. C'est aussi simple que ça. Sauf quand tu as un truc comme ça, là, où là, tu vois, ça c'est quoi, bon sang? Je vous apprends à lire, bon sang. Ces trucs, normalement, vous traduisent. Là, et quand vous voyez ça, là, regardez-moi, il n'y a plus aucun pricing. Ça, c'est grosse bubule, on est d'accord, les gars. Ici, vous achetez pas le contexte en support. Ce truc-là, vous laissez le marché s'écrouler, et puis c'est quand il a fini que vous achetez. Là, en gros, ici, il fallait pas acheter, il fallait laisser le marché digérer. Ici, vous aviez bien un marché qui s'était restabilisé. Putain, mais là, franchement, c'était évident à trader un truc comme ça en mensuel. T'appliques la stratégie, tu vends là, t'achètes là. Ça, tu peux pas trouver, tu peux pas l'acheter ce truc-là. Tu vas l'acheter que sur le signal de TP ici. Et encore, il est bien ce signal. Mais au final, voilà, les swings en mensuel ici, ils étaient celui-là. Mais celui-là était quand même très risqué. C'était un TP. Et puis regardez la tronche des box avant. Pour acheter là, il fallait quand même avoir le cœur bien accroché. Je parle pour l'achat agressif. Après, une fois que le marché s'était retourné, oui, c'était possible ici de jouer des achats. Mais là, honnêtement, franchement, regardez, le gros exit, boum, sommet mensuel. Le TP ici, un peu risqué, mais effectivement, avec une gestion du risque, avec des faibles tailles de position, ça pouvait s'acheter. Ça, c'était juste parfait. Hein, voilà, là, TP, dans un range à plat. Ici, tu achetais ça. Effectivement, là, tu laissais ça pendant 7-8 ans. Mais là, maintenant, tu fais quoi? Tu récoltes ton pognon. Tu vois bien ta vague 3, ton contexte qui est disjoint ici. Tu vois bien l'excès typique de la vague 5, qui est très fort. Tu vois bien les débordements des contextes, les divergences, les signaux vendeurs. Putain, merde, voilà. En gros, le signal vendeur, il est là. C'est là qu'il faut shorter. Ça, c'est l'excès à la con hein, qu'on connaît tous. Et là, maintenant, ça commence à chuter les prix. Et vous croyez quoi? Qu'on va tenir les supports? Bah non, on va grignoter les fibos les uns après les autres. Sauf qu'en général, quand on baisse, on n'y va pas de la main, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. On risque de baisser assez fort et de se retrouver vers les contextes d'ici un an et demi. Oui. Et est-ce que c'est anormal? Ben non, en fait, c'est la lecture bête et méchante que moi, en tout cas, j'ai de ces marchés-là. Voilà. Et comme je vous dis, est-ce que ça fait de moi la sorcière qu'il faut brûler sur la place publique parce que j'ai osé dire qu'on allait vers un marché baissier? Ben, je pense pas. Voilà. Maintenant, alors si je me trompe, tout le monde me le dira. Ça, c'est clair, on va me balancer au bûcher et on dira, ah, ouais, le mec qui vendait et compagnie. Ben, en même temps, je pense que j'ai pas tort de vendre pour l'instant et que statistiquement parlant, j'ai plus de chances de réussir qu'un mec qui se prévoit qu'on va aller éclater les sommets historiques. Mais on verra bien ce que l'avenir nous dira. Voilà. Pour moi, la vague 4, elle s'est faite là. On est en pullback sur la tendance, il n'y a plus de tendance, donc il est normal ici qu'on arrache complètement le canal de tendance pour revenir chercher la tendance de long terme, c'est-à-dire le contexte. Et je vous dis, on est loin pour le contexte, on n'est clairement pas encore sur les zones de prix à supporter sur ces tendances long terme. Donc, tendance baissier, enfin pullback de la tendance long terme, c'est ce qu'on appelle un marché baissier, et il redeviendra haussier quand on aura touché ces différents niveaux de support. Ça, en tout cas, moi, c'est le schéma que je dois projeter parce que c'est comme ça que j'ai appris à lire les marchés et je ne vois pas de raison de changer. Maintenant, il y en a qui vont me dire l'économie et le marché réel et machin, et il faut prendre en compte l'économie réelle quand on trade les marchés financiers. Waouh, j'ai envie de dire, est-ce que tu as senti le pouvoir d'achat d'un gilet jaune augmenter de 240% depuis 2009? Va leur demander, tiens, si leur pouvoir d'achat il a augmenté de 240%. Donc non, le marché n'a rien à voir avec l'économie réelle, c'est pas son but. En tout cas, ça l'a peut-être été pendant des années. Aujourd'hui, le but du marché financier, c'est de chercher à voir jusqu'où il peut aller dans sa connerie. Et dans ce jeu-là, je suis désolé, il faut jouer le jeu. C'est-à-dire que la rationalité du marché financier, malheureusement, elle a tendance à se dégrader dans le temps. Et que moi, je pense que les gens qui tradent rationnels, ils ont surtout intérêt à trader ça avec un timing. C'est-à-dire que faut acheter pas cher, faut acheter les récessions. Hein. Mais faut certainement pas acheter parce que l'économie s'améliore. Hein. Voilà. Si vous faites ça, vous êtes en train d'acheter maintenant et malheureusement, vous êtes probablement en train d'acheter un marché qui forme un sommet. Enfin voilà, donc on refera des émissions comme ça. Je suis navré ce matin, c'est très long, c'est très foutoir. Je sais pas pourquoi, il y a des jours des fois où j'ai envie de vous dire des choses. Et ce matin j'ai la blablate facile. Donc j'espère que je vous aurai pas trop ennuyé. Je sais que c'est un peu lent dans ces cas-là. Et que vous aurez appris quelques conneries. On essaiera, comme je vous dis, de refaire des émissions éducatives en février, mais j'ai donc un planning à respecter pour l'instant. Et je veux mettre la priorité donc au PDF. Et tout ça, donc je commencerai les émissions éducatives, les QCM, peut-être que février, une fois que le PDF sera fait et que j'aurai refait les vidéos du site et le site, évidemment, bien entendu, lui aussi. Allez, bye bye et bonne semaine.